Normalement, on devrait être en live. Et s'il y a du monde, on va voir ça. Eh bien oui, moi je te vois. Eh ben c'est parfait. Oui, c'est vrai que c'est la première fois du coup que le fait d'avoir un invité. Voilà, la spontanéité est totale hein, pour ceux celles qui nous rejoignent, qui sont restés. Je ne sais pas. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez entendu une voix. Je suis pas devenu ventriloque entre quelques instants. Ce n'est pas le chat qui de par son réveil, se met à parler. Rebonsoir Gabora. Mais c'est Alfie. Bonsoir. Salut à toi. Bonjour, bonjour. Désolé, j'ai pas de caméra, du coup on me verra pas, mais j'espère que ma voix suffira. Mais en tout cas, voilà, comme je disais en off juste avant de commencer, un grand merci d'être avec nous. On va faire l'instant parce que comme je l'ai dit en off et avant même de savoir que tu serais parmi nous, on va faire l'instant Michel Drucker mais mérité. Donc Alfie, si vous ne connaissez pas, parce que le monde d'internet c'est grand, je vais pas vous faire, mais quoi, vous ne connaissez pas Alfie? Donc c'est une chaîne vidéo. C'est pour ça que moi je fais une petite distinction, même si ça peut paraître un peu snobinard, entre vidéaste et youtubeur, parce que je Ouais. trouve que voilà, bon, tu as l'air d'être dans Non, le sens là. là tu prêches un converti, hein, très clairement. D'accord. Je dis que vidéaste d'ailleurs, youtubeur, ça m'énerve beaucoup. C'est voilà, après c'est les codes effectivement, chacun voit midi à sa porte. Bah, je vais donner très succinctement et puis tu pourras détailler. T'as deux comment dire activités principales. La première c'est des vidéos de critique cinéma, séries télé et chaîne YouTube aussi, ce qui est un peu plus rare, Ouais, en tout cas sur les trois au niveau ouais. de l'expertise, même si j'aime pas beaucoup le terme. Bref, c'est pas grave. En tout cas, Hmm. ta vista sur le domaine, parce que tu le dis dans tes vidéos, donc je crois que je trahis pas un secret, tu travailles dans le milieu de l'audiovisuel. Ouais, Voilà, je t'en prie, excuse-moi. ouais, je suis monteur vidéo, ouais. Et Ouais. c'est ce que je fais, c'est des essais vidéo. Et j'aime bien le terme essai vidéo, que j'ai d'ailleurs mis sur toutes mes vidéos. Parce que beaucoup de personnes appellent ça des analyses, Ouais. alors que la vérité c'est que c'est pas tellement une analyse. Et j'aime bien ces vidéos parce que ça embrasse vraiment le côté subjectif, la pensée argumentée, plus que l'analyse. Je trouve l'analyse c'est forcément hyper exhaustif, très complet, alors que moi parfois c'est juste un angle très précis et je mets beaucoup d'opinions personnelles, de ressentis personnels et c'est vraiment un truc. Et vraiment en fait c'est un format américain, enfin c'est Ouais. pas un format américain mais c'est très populaire aux États-Unis et ils appellent ça vidéo essay Mm. et je trouve ça dommage que nous on appelle pas ça des essais vidéo alors que vraiment c'est le mot quoi. Ça arrivera dans 5-10 ans, comme d'habitude, Je pense, ouais, c'est ça. en étant Mais un petit peu. déjà, moi je me rappelle quand je m'étais lancé, j'avais dit que ça allait arriver bientôt. Et la vérité, c'est que ça arrivait juste après. Et même moi, ce que j'avais dit, c'est que vous allez voir, moi je regarde pas mal de contenu américain. Mm. Et les vidéastes américains, ils font des partenariats avec des marques, mais avant ou après la vidéo, mais pas dans le corps de la vidéo. C'est pas Ouais. du placement de produit, c'est du sponsor. Et je dis, vous allez voir, aux États-Unis, ça cartonne. En France, ça va arriver dans 6 mois. J'étais au Frame Festival, hein. Et j'avais des potes qui m'avaient dit, mais ouais, peut-être, je sais pas. 6 mois plus tard, il y avait Victor Bonnefoy, donc In the Panda, Oui. qui faisait son premier partenariat avec NordVPN. Il y a eu Voilà. NordVPN, Red Shadow Legend, et il y a eu, même moi, mes partenariats, je les fais comme ça. Mm. Et donc voilà, vraiment. Et moi, voilà, je précise que le confinement va s'arrêter le 12 mai à 13h02, vu que mes prédictions étaient jusque-là assez parfaites sur tous les domaines possibles. Voilà, après, voilà, je laisse ça là, je laisse une bouteille à la mer, quoi. Ok, ce sera la troisième catégorie à venir, la troisième playlist C'est ça. Alphidamus, Alphi Nostradamus. Sachant que la deuxième, c'est que tu verses aussi dans le podcast sur un Oui. format qui me plaît bien. Alors je vais pas les avoir tous dans l'ordre parce que j'ai même pas ouvert l'onglet, je suis inexcusable. Ce que j'ai vu, ce que j'en ai pensé, c'est bien, pas bien. C'est ça, c'est dans l'ordre, dans le désordre. Alors, qu'est-ce que j'ai vu Qu'est-ce que j'ai vu récemment? C'était récemment? bien, moins Voilà, bien, on va on va voir. voir. Voilà, C'est j'étais une référence presque. à BoJack. C'est une Ouais, référence à BoJack Horseman avec l'émission de exact. télé, Exact. justement. Donc bah, You start to say no things, let's find out. bah, ça tombe très bien. On aura mis les pieds dans le plat pour à peu près tout, en tout cas concernant Rebonjour Sushi. Cool que tu nous rejoignes de nouveau. On l'avait un petit peu teasé, c'est même une des raisons. Hein, je pense que on se limitera pas à ça, sauf peut-être la fatigue ou autre chose qui viendrait entre temps. Ou si Alfie a un flash peut-être entre temps. On va parler de nouveau de BoJack Horseman parce qu'on s'était, on va dire, créé une affinité
même à distance, comme quoi même le confinement n'isole pas totalement, autour de la dernière saison. Donc évidemment, on va pas se priver, on va un petit peu tourner autour du pot au début en reparlant de la globalité de la série, et puis après, je sais pas trop pour Alfie, mais en tout cas, quand vous regardez ses vidéos, ses essais vidéo, vous voyez très bien qu'il s'interdit pas des spoilers, ou alors qu'il vous invite très intelligemment à aller voir l'œuvre au Ouais. besoin. Bah, Ouais. j'essaie de pas spoiler en mode j'essaie de pas dire les retournements C'est ça. absolument fous, mais plus donner envie de découvrir. Mais c'est étrange de pas être quelque chose sans mentionner ce qui se passe Ouais. dans ce quelque chose. Donc ouais, en plus BoJack Horseman, je trouve il y a plein de trucs, on en parle tellement, je trouve il y a tellement de choses qui sont plaisantes Mm. à découvrir Ouais. quand on sait qu'elles vont arriver. Dans le sens où c'est pas tellement des passages, mais c'est plus des thématiques qu'on attend et voilà, il y a une autre façon de profiter de la série, donc pourquoi pas. Après, les gens qui veulent vraiment pas être spoilés, généralement, ils vont pas voir un contenu qui parle de Non. ce dont ils veulent. Enfin, c'est pas très logique. C'est sûr, et puis de toute façon, là, vraiment, on le précisera, j'essaierai de mettre une petite balise, de faire en rappel régulier pendant la discussion, vous serez prévenus, et sinon, on s'excuse platement. Donc, qu'est-ce que je veux dire, BoJack Horseman, par où on commence? C'est la vraie question, parce que nous, on avait commencé par la fin, et sur un angle assez particulier, où tu me disais que tu avais des choses à redire, ça m'intéresse grandement, parce que moi, j'avais parlé justement du traitement dans les formats vidéo, du rapport aux traitements médicaux et à ce qu'on appelle très globalement la santé mentale. Voilà, juste avant de te laisser la parole en roue libre, j'invite vraiment dans le chat, hein, évidemment c'est le but du jeu, si vous avez d'autres angles d'attaque sur BoJack, et une fois qu'on aura appuyé le filon, n'hésitez pas à suggérer, si vous découvrez Alfie, à aller voir effectivement les petites vidéos qu'il a pu faire, et vous dire ah tiens t'as parlé de ça, donc est-ce que tu voudrais pas un petit peu détailler sur ta vidéo, etc., etc. Je m'arrête là et je te laisse. Ouais, non, en fait, moi, il y avait ça, la santé mentale. Moi, il y a une phrase de Thomas Gauthier, qui est donc un vidéaste québécois que j'aime beaucoup, qui parlait justement de la santé mentale, et il dit la santé mentale, on en parle uniquement quand c'est pas bien, alors qu'en fait, la santé mentale, c'est un petit peu comme la santé physique. On en a tous une, et c'est important de prendre soin. Et je trouve que c'est un petit peu pareil, dans le sens où la santé mentale est vraiment sous-cotée dans le monde. On n'en parle jamais. Tous les hôpitaux psychiatriques et les instituts psychiatriques, ils perdent beaucoup d'années à dépister des maladies mentales qui sont parfois très courantes. Et je trouvais que tu avais parlé notamment de l'anxiété, qui est extrêmement représentée de la série, en disant que, moi si je me trompe, mais en disant que parfois c'était un petit peu la nouvelle maladie à la mode, entre guillemets, que tout le monde mettait ça sur le dos de l'anxiété, beaucoup de choses sur le dos de l'anxiété. Oui, que tu peux. Alors de manière très succincte, qui avait un petit peu un effet presque, comment dire ça, de manière claire, presque proche d'une forme de. Oh là, je perds mes mots. Quand on se croit persuadé effectivement d'avoir des maladies, je vais y arriver décidément. Non, il y a un terme précis. N'hésitez pas dans le chat si vous le retrouvez, mais ça me reviendra. Donc c'était simplement, oui, qu'il y avait un peu un côté galvaudé de l'acceptation en fait du terme d'anxiété, et surtout que le terme d'anxiété, en fonction des lieux et de la considération notamment psychiatrique dans le monde, était pas du tout pris de la même manière. Voilà, c'était ça surtout les angles d'attaque. Il y a des gens qui disent hypochondriaque, c'est ça le mot? Merci beaucoup Sushi Gabora au taquet. D'accord, hypochondriaque. Oui, et en fait, je suis assez d'accord avec toi qu'actuellement, il y a ça. Je trouve que c'est un mot assez peu maîtrisé. Mais je trouve que la série, au contraire, montre à la fois le problème que l'anxiété, on a l'impression que ça touche tout le monde, enfin, ça touche tout le monde tout le temps de la même manière, et que les gens, c'est un peu un mot fourre-tout, et la série montre ça, et je trouve, en montrant une anxiété qui parfois, on a envie de dire, est-ce que c'est vraiment de l'anxiété, est-ce que c'est pas un peu exagéré, est-ce que c'est vraiment que de l'anxiété, est-ce que c'est vraiment moins grave, on sait pas trop. Je trouve que la série pointe du doigt justement le problème que on n'en parle pas assez. Et pour moi, c'est un petit peu ça le message de la série, et c'est comme ça qu'on se reconnaît dans les personnages à ce niveau-là. Il y a vraiment en fait, les gens pensent souvent que BoJack Horseman, ça parle vraiment de maladies mentales comme la dépression, enfin, et plein d'autres addictions comme l'alcoolisme, l'addiction à la drogue et plein de choses comme ça. Alors que moi, je pense plus que BoJack Horseman, ça parle d'un comportement très humain, et pas du tout de ces maladies-là. En fait, ces maladies,
c'est un détail dans toute l'histoire. Le gros personnage que je trouve vraiment symptomatique de ça, c'est sa fille, qui, je ne sais plus comment sa sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais, Hollyhock, voilà, Hollyhock qui apparaît dans la saison 3 ou 4, il me c'est semble, ça. Ouais. et qui a une séquence qui a une séquence assez touchante où elle dit moi parfois j'ai l'impression que les gens ils me disent non, j'ai une voix dans ma tête qui me dit hey, t'es vraiment qu'une merde et vraiment tu devrais penser que t'es une merde, t'as raison de te trouver de penser que t'es une merde. Hmm. Et je trouve que ça relève de l'anxiété, mais à la fois c'est pas présenté comme de l'anxiété mais plus comme un comportement purement humain et une réaction qu'on a tous pu avoir. Et je trouve que BoJack Horseman va plus loin que les pathologies mentales à ce niveau-là. Là-dessus, Voilà. c'est parfait parce que je te rejoins vraiment complètement. Et la façon dont ça a été présenté quand j'en ai parlé en live, c'est surtout non seulement le fait que le terme était un peu galvaudé au point où on en retire sa substance en fonction de l'acceptation qu'on peut avoir du terme anxiété, bien sûr, parce que comme je disais, ils sont très variés. On va vraiment avoir des cliniques Mm. et des observations psychiatriques qui vont être très différentes entre la France, entre certains pays d'Europe, entre les États-Unis, j'en passe. Et surtout, peut-être que le risque, c'est au contraire, je te rejoins dans l'idée qu'on n'en parle jamais assez de la souffrance psychique, quelle qu'elle soit, parce que santé Ouais. mentale, c'est un peu justement réducteur exclusivement à ce qu'on va appeler des psychopathologies. La souffrance psychique, c'est inhérent à chaque individu, et c'est ce que tu dis en fait, en substance, quand tu dis que la série ne parle pas que de ça, c'est le fait qu'on est tous, peu importe qu'on soit névrosé, psychotique, Mm. bipolaire, etc., on est tous amenés à avoir des questionnements existentiels qui vont nous faire souffrir à des degrés différents et avec des afflictions différentes. Et c'est ça en fait que Mm. je trouve problématique avec le fait d'emboliser comme ça sur l'anxiété et un personnage, si on ne creuse pas assez, évidemment, dans BoJack Ouais. Horseman, qui en apparence a l'air un concentré cliché de tout ça. Et c'est pour ça, tu vois, c'est une préoccupation toute bête, mais je me dis, pour des jeunes générations, il peut y avoir, tu vois, des réactions peut-être, j'exagère, hein, je grossis le trait, soit de fascination morbide, tu vois, délire Club des 27, pour ceux qui connaissent pas, c'est tous ces grands artistes qui se sont suicidés Mm. à leurs 27 ans, ou alors de pas être suffisamment vraiment précis sur, Ouais, voilà, mais ça. Je vois. voilà, c'est pour Je vois repréciser. totalement. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. En plus, le club des 27, ça vient nourrir quelque chose. Qu'en plus, en faisant ma vidéo sur BoJack Horseman, j'ai pu voir des dizaines d'interviews des deux créateurs. Enfin, Ouais, du créateur, pardon, pour les deux créateurs. Ah oui, parce qu'en fait, il y a une directrice oui, artistique qui est hyper impliquée dans la création, c'est Lisa Anna Waltz, qui fait un travail merveilleux. Et donc, Raphaël Bob Wasberg, le créateur, explique très souvent que le message, c'est juste que parfois, en fait, les sitcoms et la vie, enfin, les sitcoms vous font croire que dans la vie, dès que vous allez faire un truc bien, il va vous arriver un truc bien. Et que en fait, les sitcoms euh, répondent beaucoup au karma, qu'on le veuille ou non. Et lui, il dit, bah, la vérité, c'est que c'est pas du tout ça. Parfois, tu fais plein de trucs pas bien et il t'arrive quand même des trucs incroyables. Et parfois, tu fais tout bien. Mais la vie, c'est quand même de la merde et il n'y a pas de récompense. oui, Et je trouve qu'en fait, et je trouve que ce club des 27, comme tu en parles, et BoJack Horseman vient soulever, on va dire, une opposition à toute cette culture du génie torturé, du côté ouais en fait si l'anxiété c'est comme ça que je vais créer, ben non en fait il y a vraiment en fait on te fait culpabiliser à aller bien parfois ouais, et BoJack Horseman je trouve va briser un petit peu ça et il y a dans un autre genre et je pense que c'est pour ça que les deux sont autant mis par pair, c'est Rick et Morty mm, et les créateurs de Rick et Morty en parlent aussi beaucoup. C'est glorifier le côté créateur. T'as l'impression que BoJack Horseman, j'aime beaucoup. D'ailleurs, la dernière saison, c'était un petit peu. Moi, j'ai beaucoup aimé cette longueur là de la dernière saison qui vient tout conclure. Moi, j'ai adoré vraiment cette dernière saison, euh, mais que je trouvais pas trop longue, que je trouvais vraiment parfaite. Moi, à la fin, la dernière scène m'a vraiment achevé à ouais, tout point de vue. Et je trouve que ça vient un petit peu dire BoJack Horseman, bah, s'il est pas dépressif, s'il est pas addict, s'il est pas alcoolique, s'il est pas tout ça, qu'est-ce qui reste? Et il reste quand même un mec qui va être heureux et c'est peut-être pas si mal. c'est ça. Donc, Il existe, donc il se réduit pas effectivement à ces. c'est ça en fait, il Ouais. se réduit pas à une dépression. Et je trouve que le vrai danger, en effet, il y a un danger par contre. Et je pense que parfois BoJack Horseman peut être mal compris à ce niveau-là et pour ça qu'il y a il y a des répliques pour moi qui sont vraiment, enfin les gens, en voyant parce que j'ai vu plein d'analyses, j'en ai discuté avec plein de personnes. Oui, tu t'es arrêté à l'épisode 5 du monologue de la dernière saison. Oui, ouais, ouais.
mais il est incroyable ce monologue. Mais en fait, BoJack Horseman, les gens vont croire que BoJack Horseman est un modèle, alors que vraiment pas du tout. C'est pas du tout un modèle. C'est pas du tout un mec à suivre. Et il y a plein de répliques dans la série qui sont vraiment passées à la trappe, où que ce soit Todd ou Princesse Caroline ou Diane qui disent mais en fait t'es une merde et vraiment arrête de dire que c'est l'addiction, arrête de dire que c'est la maladie, t'es juste qu'une merde, elle change à un moment. Tu peux pas juste t'excuser et ça va passer. Et peut-être je peux même faire un parallèle avec un film d'un tout autre genre, mais 500 jours ensemble par exemple. Oui, Je sais pas donc si sur lequel t'as fait voilà, une vidéo, ouais. sur lequel j'ai fait également une vidéo, c'est vraiment par hasard, désolé. Non, non. Mais en fait, 500 jours ensemble, ben, c'est une comédie romantique et c'est, enfin non, ce n'est pas une comédie romantique, non, Oui, mais c'est l'histoire, attention c'est une à ce histoire que tu dis. d'amour, c'est une histoire d'amour entre Tom et Summer, hein, Mm. entre deux personnages. Et en fait, très clairement dans le film, Tom, ben, c'est pas quelqu'un à suivre. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait leurs critiques après 500 jours ensemble. Mhm. Ben, Tom. Moi, je suis grave de son côté. Summer, elle devait rester avec lui. Il est trop romantique, il est trop mimi. Alors que vraiment, non. Tom, c'est vraiment un gars qui n'a rien compris. Parce que dans l'histoire, Summer dit à chaque fois, je ne veux pas être dans un couple, je ne veux pas être dans un couple. Et Tom dit, moi, je veux être dans un couple. Et c'est de forcer cette envie-là sur Summer. Et il y a beaucoup de personnes qui ont mal compris le film à ce niveau-là. Ils se sont dit, non, mais c'est le héros. Et le héros, ben, c'est le meilleur. Et moi, je suis de son côté. Et on retrouve un peu le même truc avec BoJack Horseman. Les gens pensent que c'est un modèle, alors que vraiment pas. Faut pas du tout être comme BoJack Horseman. Ouais. C'est pas du tout la bonne façon de voir les choses. Oui, de toute façon, là, ce que tu pointes, et c'est un truc qui est valable dans beaucoup d'œuvres, et après, j'essaierai de faire une ouverture vu l'avantage de ta culture. Alors, c'est pas pour arrondir les angles, mais ta culture, en tout cas, cinéma, série télé, c'est comment dire, le côté très manichéen. C'est ce que tu Oui. dis. On est d'accord que réduire BoJack, ce serait une erreur, et toute la série converge vers l'idée de progressivement, et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui est très intéressant, et dans les formats de séries actuels, on peut critiquer leur nouveau financement, les choses blabli blabla, mais c'est que on a des séries qui s'étirent beaucoup plus dans le temps. Moi je trouve Ah oui. que par exemple dans l'exemple que tu donnais tout à l'heure, moi tu disais que cette saison là tu l'avais adoré. Alors j'ai pas fondamentalement détesté, mais moi je sais qu'il y a une saison, par exemple une série que j'adore, qui est Six Feet Under, qui je crois est la Ah oui. saison, je crois que c'est l'avant-dernière saison. Je rentrerai pas plus dans le détail de pourquoi, mais il y a un truc qui s'étend énormément dans la longueur, qui a beaucoup déplu Oui. aux gens, et je vous invite à regarder cette série parce qu'elle est Ah, fabuleuse. cette série, d'ailleurs, c'est la meilleure série. Ah bah merci. C'est Elle est dans c'est la mon... meilleure série. Moi, je suis un énorme Ouais, fan de Thunder. il y a... ouais. C'est une série absolument merveilleuse. Et oui, et en fait, et même en ce moment, il y a une mode des tragédies, tragédies comédies, en fait. Mm. Je pense que à la fois c'est bien parce que bah, les genres se mélangent et moi j'ai jamais été pour un film qui fait un genre. Je trouve que j'aime bien mélanger les choses. Je trouve Ouais. ça très c'est se conditionner à un truc, c'est un petit peu dommage. Et je pense que les meilleurs films de genre, dans le sens la meilleure comédie romantique, le nombre de personnes qui vont dire que c'est 500 jours ensemble, alors que les narrateurs dans le film te disent que c'est pas une comédie romantique, tu vois. Enfin, par exemple, tu prends un Who Done It à couteau tiré de Ryan Johnson tout récemment. Il a brisé les codes et pourtant les gens disent que c'est un super Who Done It alors qu'il brise totalement les codes et c'est pas du. Donc j'ai l'impression que les meilleures comédies sont pas tellement des comédies. Ouais, Et, et je vois aussi Gabora 666 qui dit que BoJack est profondément détestable. Ouais, je suis carrément d'accord justement. Fini la Et série par contre. ouais, Je me permets, ouais, malgré ce que j'ai pu dire sur la dernière saison, c'est fini ça, là ouais. parce qu'il y a quand même... Mais ouais. ça c'est cool, mais après il y a vraiment c'est toujours compliqué, je trouve, de s'attacher à un personnage qui est détestable. Et je trouve BoJack Horseman y arrive très bien parce que c'est, je trouve, une partie qu'on déteste de nous-mêmes. Moi, j'adore une phrase de Vincent Cassel qui dit qu'on est toujours prisonnier d'un truc qu'on dégage naturellement. Mm. Et ça résume à peu près, je pense. Il est bien placé Je pour ça. pense BoJack Horseman, ouais, c'est un truc. Le mec est prisonnier d'un truc, mais à la fois il veut changer, à la fois il n'y arrive pas, à la fois, enfin, t'as envie de dire, ben, change quand même, fais des choses, mais il peut pas, mais est-ce qu'il a vraiment envie de changer? Est-ce que c'est la volonté qui compte? Ça pose tellement de questions, et bizarrement, je trouve, dans ce côté détestable, on arrive quand même à s'attacher à lui, quoi. Ouais.
500 jours ensemble. J'en Quel film profite, voilà, incroyable. pour illustrer tes propos, pour ceux qui n'auraient pas du tout idée du film. Allez-y. Pour essayer, alors de toute façon c'était prévu, je pense, je m'en doutais que ça partirait toute berzingue, mais ça a l'air d'être encore intelligible. Gabora, oui, tu résumais bien, je pense, avec ta réaction. L'idée vraiment de poursuivre jusqu'à finir la série en vaut le coup, quelle que soit ton opinion finale. Moi, il y a deux trucs là-dessus que ça souligne. Donc, je parlais de la dimension de prod. Moi, je parle d'un truc que j'attends vraiment en fait en France, parce que tu parles souvent des inspirations qui viennent des pays souvent anglo-saxons d'ailleurs, donc les États-Unis en chef de file, même les Anglais niveau séries télé qui sont très très bons, même les Néo-Zélandais. Enfin, c'est un peu plus confidentiel. Ouais. Bref, c'est de me dire quand est-ce qu'on va avoir justement ce que tu l'évoquais tout à l'heure sur le côté, quand on est tombé d'accord sur le côté manichéen, une série française ou même un film qui va traiter d'un truc que je trouve très problématique en France, c'est la crainte de l'échec. Moi, je trouve que c'est vraiment une Ouais. spécialité française. Je sais pas ce que tu en penses, hein, ou même dans le chat. Il y a un rapport à l'échec en France qui est... moi, je vois beaucoup de monde, socialement parlant, quand ils parlent de l'idée de louper un projet ou un truc, ils sont tellement tétanisés, tu te dis, mais ils vont Ah mais ça littéralement mourir. c'est très français. Hein. Bah, Ça, y a plein de pistes, hein. On pourrait prendre le système éducatif, on pourrait prendre plein de ah oui, choses non, mais ça, là-dessus. il y a plein de pistes. En fait, on t'apprend à réussir dans la réussite et pas à réussir dans l'échec. C'est le grand problème. Voilà, c'est Euh, bien résumé. voilà, et ça, mais ça pour moi, c'est le gros. On t'apprend pas. Moi, il y a Ken Kojandi qui avait dit, c'est facile de réussir, il faut échouer 1000 fois. Et je pense que ça résume à peu près un bon. Et les Américains, en fait, c'est ça. Bah, par exemple, personne ne connaît la série Alcatraz d'une saison de 6 épisodes que J.J. Abrams a créé à l'époque où il était showrunner pour Lost. Personne ne connaît cette série parce que c'était un Tu me four l'apprends. absolument, voilà, absolument nul à chier. En plus, la série est pas top, mais le mec s'est dit, bah, je m'en bats les couilles et il a fait Star Wars. Donc, la preuve qu'on peut toujours se relever, et je suis d'accord, clairement différent de la vision américaine du failing. Voilà, c'est en gros, faut échouer et c'est normal. Et ouais, moi j'attends que ça vienne un petit peu. J'ai l'impression que ça vient un petit peu en Je France quand même. pense aussi, hein, je Euh, fais un peu le troll, parce mais... que aussi il y a un côté, il y a une jeunesse qui arrive dans la création Mm, un petit peu partout, via YouTube, via même tu prends TikTok, peu importe, on s'en fout, mm. mais via plein de plateformes pour créer des choses. Et je pense que c'est une jeunesse qui est fortement, comme moi le premier, hein, en plus, je suis encore, enfin j'ai 23 ans, donc je suis encore hyper jeune, j'ai encore très influençable, on va dire. Euh, et, et en fait, j'ai l'impression que mon éducation était très américano-centrée. Et je pense que tous les créateurs actuellement qui se lancent sur YouTube, ils ont une version américaine. On a tous les phrases de Steve Jobs, de Bill Gates qui disent n'abandonne jamais, ne lâche rien, crois en tes rêves. Et je me dis que ça, quand je vois des vidéastes qui ont parfois que 6 abonnés sur YouTube, mais qui continuent, je perçois un petit peu ce truc. Il faut quand même que j'y arrive, il faut quand même que je réussisse à faire des trucs. Donc peut-être que ça va changer. Après, c'est des trucs qui prennent du temps, vu que c'est par génération. Mm. Ça prend toujours beaucoup de temps, quoi. Oui, bien sûr. Et Euh, puis même de pas non plus être dans un copier-coller, dans le sens où ça doit être digéré et d'avoir vraiment des expressions. C'est comme ouais, un autre exemple débile, mais je pensais à des films critiques sociales. Ken Loach, ça sera jamais mieux fait que par Ken Loach lui-même. Et donc oui, c'est ça. les autres critiques Bah, c'est ça, sociales, en fait. bref. T'as parfois un truc où, en plus, ça vient actuellement. Moi, ma prochaine vidéo. Alors, je vois juste, on a le même problème sur le fait de mettre les gens dans des cases. Tel chanteur ne peut pas être acteur. Je suis totalement d'accord parce que soit un chanteur ne peut pas être acteur, on peut pas avoir de talent. Soit on a un chanteur qui est chanteur, acteur, musicien, poète, sculpteur qui fait absolument tout. On n'a pas de juste milieu de juste faire ce qu'on veut. Ouais, J'ai tu l'impression en pointes un France. autre truc, c'est bien. On est très en phase. Ça, c'est Ouais. voilà, c'est vraiment enfin et surtout que les gens pensent que c'est genre la seule personne qui fait ça, être chanteur et acteur pour moi et qui fait ça très très bien et à l'américaine, c'est Yvick le Texier Mister V qui l'explique très bien en interview que quand il est en mode rappeur, il est hyper sérieux premier degré et quand il est en mode vidéaste, là il déconne et là il fait des blagues de prout et là il fait des stories absolument folles. C'est la seule personne que je connais qui a vraiment cette carrière divisée en deux
qui est brillant dans les deux, je trouve. Ouais. Mais j'allais dire un truc juste avant, j'ai totalement perdu Je le fil de profite ma pendant pensée. que tu cherches. Désolé. Non, il y a aucun problème pendant que tu cherches à le retrouver. Il y a Sushi qui nous disait que effectivement elle avait arrêté. Alors ça aussi, hein, effectivement, c'est un Captain Obvious. C'est une Ouais. évidence de chez l'évidence, mais c'est ce qui est intéressant dans les œuvres, c'est-à-dire qu'il y a un rapport dans certaines, des fois certaines générations, un rapport. On parlait de l'échec, mais on parlait de oui, si t'as pas vu le film en entier ou l'œuvre en entière, tu veux pas parler. Moi, je pense qu'il y a deux manières raisonnées en fait dont tu peux parler de ta manière de recevoir quelque chose qui te touche. C'est tant que c'est fait, on le disait un peu en off sous une autre forme, tant que c'est fait de manière Mm. relativement bienveillante. Si tu viens dire voilà, là typiquement Sushi elle partage avec nous, c'était trop dur émotionnellement, j'ai pas pu aller plus loin, mais je peux potentiellement voir qu'il y a des qualités et que moi je tiens pas par. Si tu viens et tu dis non non c'est de la merde en barre parce que le type il est détestable et les réalisateurs ils ont rien compris, ils auraient dû faire un gars plus nuancé. Oui, c'est sûr que Mm. il y a un peu un monde, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans le tout ou rien, ou le multicasquette aussi en France, parce que je parle de ce que je connais le mieux, qui sont un peu problématiques par rapport à ça et à la réception en fait des œuvres. Est-ce que tu as retrouvé ce dont Non, pas tu... du Non, tout. c'est pas grave. J'ai Je vais totalement. Je suis désolé. il faut pas, je vais Mais, enchaîner. Oui. surtout, moi, il y a un truc que j'ai toujours dit, c'est j'ai l'impression dans la vie, et moi, c'est un truc contre lequel je me bats tous les jours. On te fait culpabiliser de ne pas avoir vu quelque chose, de ne pas avoir aimé quelque Ça, chose. ouais, c'est... Et par exemple, les gens qui vont dire BoJack, je trouvais très énervant et j'ai pas pu continuer la série. Et moi, j'aime pas trop. Je suis d'accord, c'est une série, moi je trouve qu'il s'apprécie dans sa globalité, mais je peux pas en vouloir de pas avoir continué parce que si t'as pas Sûr. continué, c'est-à-dire que la série n'était pas si bien que ça pour toi. Donc, si vraiment la série est géniale, bah tu continues. Mm. Moi, je prends l'exemple comme Breaking Bad, qui est une série qui est arrivée. Alors aujourd'hui, c'est une des séries les plus cultes du monde, mais qui est arrivée à l'époque où, je crois, il y avait Lost. Enfin, c'était des séries vachement sur le cliffhanger. Et là, il y a Breaking Bad. C'est 5 saisons d'un gars qui devient fou. Ça sortait un peu, ça Avec, sortait du lot. Et avec ses pourtant, plans les gens continuent séquences. à regarder. Ouais. Du coup, c'est une bonne série. Ouais. Du coup, c'est une bonne série. Et pour moi, faut jamais reprocher ça. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas à culpabiliser pour ça. Ouais. Et surtout, BoJack Horseman ne va nulle part. Netflix n'est pas prêt de s'arrêter. Mm. Donc, si on y revient dans 10 ans, il n'y a aucun problème. Au contraire. Merci. Ouais, Une bonne série doit durer 10 ans, 20 ans et Mm. pour la vie. Donc, moi, j'ai un petit peu pareil, notamment avec les jeux vidéo. Alors, pour les films et séries, j'essaie quand même d'être à jour, mais les jeux vidéo, moi, je suis une énorme brêle et je suis toujours en retard. Et par exemple, là, enfin, ça date un petit peu, mais Tu le disais j'ai. dans un de tes podcasts d'ailleurs, que tu courais un peu Ouais, après le temps pour les jeux. c'est ça, ouais. Et de toute façon, moi j'ai toujours dit, on peut pas avoir de retard culturel parce que si on admet si on admet pouvoir avoir un retard en culture, c'est-à-dire on pourrait un jour être à l'heure. Alors que c'est faux. C'est... Ouais, On j'avais peut beaucoup pas être aimé en cette retard. phrase, c'était dans ton premier ou ton deuxième numéro Ouais, ouais. d'ailleurs du podcast. Et moi, par exemple, là récemment, j'ai découvert sur la PS4, genre God of War, Ouais. le dernier, mais qui est sorti, je crois, il y a pas mal de temps. Mais j'ai C'est... découvert Et avec vachement encore, de c'est pas retard, énorme, mais hein, il c'est est trop. sorti il y a même pas 2-3 ans, je crois. C'est pas énorme, mais Non. par exemple, moi j'avais parlé de Last of Us que j'avais découvert Ouais. 4 ans plus tard. Enfin, plein de trucs comme ça que je découvre avec énormément de retard, mais c'est toujours kiffant, donc c'est la preuve que c'est bien. Et chacun son rythme en fait. On n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous aussi les mêmes opportunités. Je pense que les gens pensent que la culture c'est donné à tout le monde. La vérité c'est que c'est faux. Non. Moi je suis très cinéphile parce que ma mère est extrêmement cinéphile, donc Ouais. il y a un côté très logique. Donc Mm. je me vois mal. Enfin, on choisit pas, qu'on le veuille ou non, on choisit pas sa culture. Il y a un moment, il y a des personnes qui ont pas la même vie que nous et qui peuvent pas s'ouvrir culturellement avant 18-20 ans. C'est pas leur faute. Et on a tous une vie différente. Il faut Ouais. toujours, voilà, ces voilà, tout à fait d'accord sur cette pression, surtout qu'avec le nombre de plus en plus croissant de services de VOD, et c'est hyper étouffant. Ouais. C'est pour ça que, personnellement, personnellement, moi, je suis abonné à plein de plateformes transversales, Mubi, Shadows, Outbuster, plein de plateformes en fait qui ont un catalogue assez restreint. Mm-hmm. Et il y a aucun matraquage parce que c'est pas eux qui éditent les choses. Donc quand Netflix édite des films, forcément, ils vont le mettre en avant. Alors que Ouais. Mubi, avec qui je fais un partenariat, mais aussi Outbuster et Shadows, c'est des trucs où ils ont rien à gagner de mettre un film en avant plus que l'autre. Et du coup, on est moins dans le choix, on est plus dans regarder des trucs. Et Ouais. ça, moi, je suis vraiment tombé amoureux de toutes ces plateformes-là. Donc j'ai toujours Netflix, j'ai toujours Prime Vidéo, etc. C'est Mais pas c'est vrai les, que c'est pas les mêmes logiques commerciales évidemment, même si c'est une exactement, ouais. C'est vrai évidence. que Donc, il y a beaucoup de services de VOD. De toute façon, moi, je suis, ça fait
4 ans que j'ai cette théorie, comme quoi les services de VOD, il y a 4 ans, je disais que ça va exploser bientôt. Là, c'est vraiment en train d'exploser, très clairement. Il y a quelqu'un qui va gagner. Je sais pas qui, mais il y a une plateforme qui va gagner. C'est des énormes bulles spéculatives de malade mental. Enfin, Netflix, c'est endetté, mais comme Jaja. Et, euh, et en fait, c'est plein de bulles. Et moi, ça me fait vraiment repenser à l'époque des studios hollywoodiens dans les années 50 qui ont créé la nouvelle vague. Ça me fait beaucoup penser à l'époque des années 20, quand il y avait beaucoup de studios et que des artistes, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks Ouais. et Mary Pickson et D.W. Griffiths ont fondé leur studio Unité d'artistes pour avoir un contrôle. Et là, moi, ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a un énorme contrôle des studios. Mais les studios maintenant, c'est Netflix, c'est Disney+, c'est Prime Video, c'est tout ça. Il y a un énorme contrôle de la part des studios qui, je trouve, qui prennent dans leur poulailler des stars. Tu verras jamais une star qui a joué dans un Marvel, Mm. jouer dans un DC, par exemple. Ouais, ça a Ça, des c'est des contrats postes qui est vraiment des temps. d'exclusivité, comme il y en a en C'est ça, ouais. sport, comme il y en a en... Tu vois tous les C'est un acteurs, mercato. tous les acteurs, ils ont joué dans une série assez bankable. Tu vois, Anthony Hopkins c'était Westworld, Meryl Streep c'est Big Little Lies. Mm. Enfin, tu vois, t'as tout ça. Et pour moi, on en revient au truc de la mode des séries tragicomédies. C'est là où tu peux avoir des BoJack Horseman. Ah bah... C'est là où tu peux avoir des Fleabag. C'est là où tu peux avoir en fait ces séries, des ovnis en fait dans le paysage qui arrivent parce qu'en fait t'as une patte d'artiste et les gens sont vaches. Vu on leur fait que bouffer. Il y a un moment, c'est comme si on te faisait bouffer du McDo tout le temps. Il y a un moment, tu veux un vrai burger et quand le vrai burger arrive, bah, tu profites en fait de ce vrai burger. Voilà, je sais pas si Si, tu vois la comparaison différence. culinaire Mais tu vois, c'est un peu comme l'actualisation du chat, mais que j'ai gardé en mémoire. Gabora qui me disait qu'il regrettait effectivement le fait que des amis à lui aient lâché Breaking Bad en cours de route, mais qu'il n'était pas dans le jugement. Et Babar, pareil, qui était tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur les plateformes effectivement de VOD et cette pression sociale. Et je rebondis vraiment sur ce que tu disais. Oui, effectivement, je pense qu'une œuvre, et d'ailleurs, c'est un terme contre lequel je lutte beaucoup en ce moment, qui est hyper galvaudé, décidément, c'est la soirée, dans le jeu vidéo, c'est le terme chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, on l'utilise à oui. tort et à travers, et ça m'agace parce que le propre d'un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui résiste au temps. Donc, quand on est en train de te dire, dans un médium comme jeu vidéo, qu'on est en présence d'un chef-d'œuvre, on va peut-être Ouais. se laisser quelques décennies, les gars, et puis on verra après. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça rejoint l'idée que, bah oui, ça c'est fait normalement pour résister au temps, et c'est ce qui nous permet entre guillemets d'hiérarchiser les choses. Et même, Mm. je vais aller plus loin. Moi, je parlais d'une série tout à l'heure. Chez Amazon, que j'ai vu en entier, j'en parlais sur le live précédent, mais qui m'a pas convaincu. C'est Ouais. Hunters qui vient de Ah sortir oui, avec avec voilà. Pacino et Ted Mosby. Il y a Ted Il est Mosby. extraordinaire, j'en parlais tout à l'heure, et son rôle est formidable. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est toujours cette culture. Nous, on le dit beaucoup sur les podcasts, sur Death Podcast, c'est l'idée que, et c'est un truc que je vois en étant prof, par exemple, mes étudiants, je leur dis tout le temps, ne dites pas, non, c'est de la merde, je regarderai rien, ou c'est extraordinaire, je veux que ça. Il y a un juste milieu. Vous pouvez, dans une œuvre qui va pas vous convaincre, prendre des trucs géniaux, une performance d'acteur, Oui. une bande son complètement folle, une mise en scène, quelques plans de mise en scène complètement dingues. On voit très bien, c'est pas moi qui vais te l'apprendre au cinéma, comment t'as du cinéma bis du nanar qui a pu des fois inspirer des trucs complètement inattendus. Enfin voilà, Ouais. j'ai envie de dire les films de zombies. Aujourd'hui, les gens se servent à foison dans les mises en scène de Romero, alors que c'était un mauvais genre absolu Bien sûr. à l'époque. Donc ça, c'est Bien des sûr. Non, mais ça, évidences, mais... c'est comme. Tu peux même pas. Enfin, il y a tellement de films qui ont connu une gloire après Mm. et qui ont été des fous. Enfin, les gens laissent pas assez de temps aux choses. Ouais, J'ai mais parce que l'impression. tu l'as dit, il y a quand même énormément d'éléments qui sont autant de marqueurs de pression et de culture Ouais. de l'algorithme, sans verser dans la théorie du complot, qui font que, bah voilà, Ah oui, non, mais totalement. Bah, il y a un côté consommation, quoi. Mm. Il y a un côté on consomme et on s'arrête pas. Et le nombre de personnes que je vois, moi, on parlait justement des critiques sur YouTube qui continuent de sortir parfois 3 vidéos par semaine, hein, et qui voient des choses et qui regardent 1000 trucs la semaine et Mm. qui en fait ne digèrent pas. Ouais. Et je trouve en fait digèrent peu. Et je trouve ça vraiment dommage parce que
bah, tu profites pas des choses. Moi, en plus, moi, je suis un énorme fan. Quand je vais au cinéma, j'adore y aller toute une journée. Je vais voir 6 films de la Ouais, journée, tu j'adore parlais faire tes ça. marathons. Voilà, je fais des marathons très cool. Mais par contre, je me sens pas forcé de le faire. Genre le matin, généralement, moi, c'est là où j'ai vu All Inclusive, hein. Et All Inclusive avec Yvick Le Teskier, justement, qui est d'ailleurs une énorme merde. Mais je l'ai vu à 9h. Et je pouvais enchaîner sur autre chose. Mais par contre, quand j'ai vu Cold War, un film polonais, je crois, un truc comme ça, ou autrichien, Ouais. en noir et blanc, absolument magnifique, une pépite de malade mental. Ben là, il était 14h, j'avais encore 3 films à voir, ben je me suis arrêté pour digérer le truc. Ouais. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même quand tu dis, ben je veux le digérer, on va te dire, attends, t'as pas vu cette série? Il faut que tu la regardes. Donc il y a une pression sociale absolument folle, hein, Mm. qui est vraiment, enfin, qui est pas saine. Juste, c'est pas sain tu profites pas de la création comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et Enfin, alors je vais un peu prêcher pour notre paroisse. Alors je lis quand même les commentaires. Oui, non, c'est pas du complot, mais c'est simplement pour dire que je verse pas que c'est uniquement dû à cette logique-là, parce qu'il y a derrière il y a des êtres humains qui sont réceptifs à ça. C'est comme quand on dit je suis imperméable à la pub. Hein, évidemment, c'est que c'est ouais, faux. ouais, bien sûr. Une série donc comme House of Cards qui a été créée par les algorithmes. Ouais, bah, très bon exemple effectivement. Mais je pensais même au-delà simplement des interfaces. Enfin Netflix depuis que ça a été lancé, ça arrête pas de bouger, les interfaces, on sait que c'est le futur maintenant, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la pub, tu prends des rushs comment dire, d'adrénaline, enfin de dopamine, qui vont te donner envie de voir plus, toujours, encore plus. Et Gabora qui nous dit, donc oui c'est dingue aussi, l'adaptation de la série anglaise, Ouais. ouais, exact. C'est une Regarde, série donc anglaise. on est, À la base, c'est un bouquin, après c'est une pièce de théâtre, ensuite c'est une série anglaise, ensuite c'est une série américaine. on n'en Le sort pas. truc a été. On n'en sort pas. Et je reviens à ce que je voulais te dire, ce semi-prêchage de paroisse. Moi, je trouve, et je dis toujours, ça fait sourire les gens, je trouve que faire des podcasts ou des chaînes vidéo, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est le plus gros geste citoyen que tu puisses avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que à la fois, si t'es un minimum ouvert, tu sensibilises les gens en n'imposant pas ton opinion, si ta manière de t'exprimer, ton montage, etc. Mhm. N'oubliez pas chez vous, le montage est un langage. Je pense que c'est pas Alfie qui va me contredire. Et surtout, Deuxio, c'est que toi-même, ça te permet, le fait de devoir préparer, si t'es un minimum consciencieux, ton émission, de devoir t'investir sur la préparation de ton émission, ne serait-ce que de manière informative, et tu vas apprendre des choses auxquelles tu t'attendais pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh, c'est vraiment, en plus, moi, comme j'ai dit, là, je suis en train de. Et j'ai rematé la série anglaise, Mhm. qui est à la base The Office, la série américaine, est une adaptation de la série anglaise. Donc j'ai maté la série anglaise, je vois les making-of, et j'apprends plein de choses. Et en fait, c'est une vraie passion d'apprendre des choses comme ça, de fouiller, de dire putain, mais tu savais qu'en fait. Et moi, j'ai toujours dit que dans les essais vidéo, j'utilise entre 40% et 60% de ce que j'apprends. Donc il y a vraiment près de la moitié qui n'est pas dans la vidéo, qui est juste pour ma pomme. Et moi, c'est ça que je trouve passionnant. Ouais. C'est que tu prends des gens comme Patrick Beau ou Alt 236, des personnes qui font un contenu absolument Ouais. formidable. Je suis certain que tout ce qu'ils apprennent, hein, ils le mettent pas en vidéo. Au contraire, Patrick Bien Beau aura sûr. toujours une histoire originale à te raconter, que ce soit dans un podcast ou au Frames, en Mm. live, ou même quand tu prends un verre avec lui. Parce que le gars, il aime juste ça. Mm. Et je trouve que les critiques, la critique, quand c'est annoncé par Truffaut dans les cahiers, etc., la critique veut vraiment faire avancer l'art, parce que si il y a l'art, c'est confronté à une critique, donc c'est-à-dire que ça peut avancer. Et donc cette critique a cette ambition-là de faire avancer l'art, de dire ben l'art existe. Mm. Le film n'est pas juste un instrument qu'on visionne, c'est pas quelque chose qu'on regarde, c'est un truc qu'on critique, on discute, on débat, on le fait vivre. C'est Mm. pour ça, je pense que tu prends Mad Max Fury Road, qui est devenu un film culte, Ouais. en très peu de temps, mais quand même, pour moi maintenant, j'estime qu'il est culte. Moi, pendant des années, j'ai pas voulu le revoir parce que je l'ai vu en salle, j'avais pris une énorme claque, Ouais. et du coup, je voulais pas refaire l'erreur de le mater sur mon ordinateur, sur mon MacBook Air dans mon lit, mais je l'ai revu et il tient quand même la route. Et ben, le nombre d'essais vidéo sur Mad Max, ben, c'est pour ça que c'est culte. C'est que les gens l'ont analysé, on a analysé le son, la couleur. C'est pour ça, en fait, Mm. que ce film a vécu. Et c'est pour ça que tous les films cultes sont cultes. C'est parce qu'on en parle. Et la critique veut ça. Mm. Sauf que quand on parle juste des produits de consommation, parce qu'on les consomme comme des consommateurs, Parce que c'est ben, je trouve que nouveau, parce que. ça fait pas vivre le produit, parce que c'est pas réfléchi.
Je pense. Ah, Je pense. moi là-dessus, je te rejoins, hein. S'il y a des esprits contradictoires, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, il y aura une seconde vie à cette vidéo vu qu'elle sera postée sur YouTube. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, je te rejoins complètement. Moi, si tu résumes ça, c'est cette phrase où souvent tu te fais considérer comme un utopiste pas tenté. Et c'est pas grave, hein, j'ai envie de te dire par les temps qui courent et le manque de solidarité, allons-y. C'est la gratuité des choses, comme tu disais. L'art, c'est alors. Entendons-nous bien, j'ai dit l'art c'est gratuit, j'ai pas dit la culture c'est gratuit. Et tu le soulignais tout à l'heure, il y a deux Ouais. versants de la non-gratuité de la culture. C'est d'une part être dans un contexte, on va dire, de proches, famille ou éducatif qui te permet de te sensibiliser à ça. T'as donné l'exemple de ta famille. Et il y a aussi la réalité, ton statut social. Évidemment, même si on prône beaucoup, et Gabora qui est sur le chat est un fervent défenseur de l'accès aux médiathèques et du fait qu'on peut très bien avoir Et accès les à beaucoup. bibliothèques sont gratuites. Voilà. Je tiens à dire que j'ai vraiment appris ça l'année dernière. Les bibliothèques sont gratuites. C'est Ouais. absolument incroyable. Toutes les C'est bibliothèques que tu prends à Paris, c'est gratuit. Je trouve ça. Et moi, j'ai créé une carte de bibliothèque en 10 minutes. Voilà, je te coupe, mais c'est juste. Je trouve non, ça non, mais incroyable. Les il faut. bibliothèques, c'est gratuit. Ouais. C'est fou. Mais Voilà. c'est vrai que ça existe. Après, là encore, on pourrait faire des sous-catégories en se disant que on va pas avoir accès aux mêmes espaces de culture dans une grande ville que dans une ville un petit peu plus petite. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le problème est pas là. Et puis c'est la réalité, c'est que c'est pas le même rapport. On va parfois être plus spontanément, on va dire enclin ou se dire bah tiens je prends le truc ou je l'achète, pas acheter pour acheter, mais simplement se dire voilà, là c'est une grosse série, je préfère la voir chez moi, la lire quand je veux, des trucs Ouais. tout bêtes, ne pas avoir la pression de devoir rendre à une date butoir. Après, ça peut être un truc motivant aussi, c'est ça qui est chouette dans les médiathèques et les Ouais. bibliothèques, se dire, on en parlait depuis tout à l'heure, la course à voir tout, à machin, je sais pas quoi, se dire, bon là je me fais pas un syndrome de la pile, que je pense on partage beaucoup tous et toutes, et je sais que ce film-là, je l'ai emprunté, je dois le rendre temps, je le vois dans un temps imparti. Ouais, bien sûr. Mm. Mais de toute façon, en fait, moi je trouve qu'il y a, on est beaucoup plus heureux quand on comprend qu'on ne peut pas tout voir. Ouais, Il y a, mais c'est moi, dur ça pour beaucoup de gens. ah oui, je sais, mais je trouve quand on comprend, tu ne pourras pas tout lire, tu ne pourras pas jouer à tout, tu ne pourras pas tout voir dans Et tous les ouais, cas. Et surtout, il y a un moment, on veut tout voir tout de suite, et on ne dit pas assez que tu prends par exemple ma mère qui a une culture cinématographique absolument folle, ben elle a plus de 50 ans, donc c'est un petit peu normal que je n'ai pas la même culture qu'elle, qui est vraiment plus du double de mon âge. c'est ça. C'est un petit peu normal. Et Mais ouais. donc voilà. Mais voilà, Prenez. big up à la médiathèque de ma vie de Ouais, m'avoir permis de rattraper pas mal d'œuvres que je voulais voir de cette ouais. année. Ben ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est une en fait, c'est cool de dire que c'est possible. Mm. Je vois, alors, Alfie, c'est une difficulté pour moi. J'ai clairement la maladie du mec qui cherche à tout lire. Tout. Ouais, en fait, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment compliqué. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un déclic. Moi, je sais que c'était en étant sur Netflix. Comme quoi. Je cherchais un truc à voir, et je passe Netflix, je passe Netflix. Et là, je me dis, franchement, j'en ai ras le cul. Et j'ai cliqué au hasard sur le film Me, Earl and the Dying Girl, qui est sur Netflix et que je trouve vraiment, c'est un film, j'ai une belle surprise que j'ai eue. Et c'est là, en le voyant, j'ai fait, bah en fait, c'est ça que je dois faire tout le temps. Je dois arrêter vraiment d'essayer de tout voir. Mm. Vraiment, c'est un déclic. En le voyant, j'étais, en fait, c'est ça. Ouais. C'est ça la recette du bonheur. C'est ça. Ouais, C'est comme ça qu'on est heureux, en fait. Mais Tout simplement. c'est ce même rapport que j'avais eu il y a un petit paquet d'années maintenant avec ma façon d'aller au cinéma. C'est-à-dire, des fois, je me disais, j'y vais en mode random. C'est-à-dire, avant même l'existence Ouais. des cartes illimitées. Je ne sais pas ce que c'est que ce film. Je suis inspiré par l'affiche ou quoi ou qu'est-ce, ou un hasard m'a mis devant. J'y vais, je regarde. Ouais, Après, bon. ouais, bah, pareil, pareil quand j'ai vu la carte UGC limitée, j'ai arrêté. Moi, je regarde plus les bandes annonces. Hmm. C'est fini. J'ai plus de bandes annonces, j'ai plus de résumé, j'y vais à l'aveugle. J'essaie de tout voir, parce que par curiosité aussi, Ouais. moi, j'estime que c'est mon travail d'être curieux et de voir des films. Je pense que c'est vraiment important pour mon truc professionnel. Et alors, il y a des trucs pour les jeux vidéo. Moi, je comprends. Ouais. Par contre, les jeux vidéo, je comprends de ouf. Bizarrement, plus que les films. Les jeux vidéo, je comprends parce que c'est tellement les vrais bons jeux vidéo cultes, c'est assez rare. C'est contrairement à un film culte ou un livre culte, vu que les jeux vidéo c'est beaucoup plus jeune, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rare. J'ai cette impression, j'ai l'impression parfois.
Je pense que Ça, l'euphorie est un peu en train de retomber sur... ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, la classification culte, chef-d'œuvre, machin dans le jeu vidéo. Là, on est en train d'arriver à... Ça vient doucement, hein, mais on est en train d'arriver à vraiment une volonté d'avoir plus de la critique que des tests. Bon, ouais, ça a pris des décennies, hein, parce que ouais, y a ouais. encore un attachement au côté t'achètes un jeu vidéo avec certains mags comme t'achèterais une machine à laver, quoi. Mais C'est ça. avec un En contrôle plus, c'est technique. cher. En plus, c'est vraiment cher. C'est vraiment, N'en il parlons pas. y a pas de, contrairement au cinéma où t'as les cartes, t'as tout ça. Contrairement aux livres qui sont disponibles gratuitement de plein de manières différentes, que ça soit même sur Internet, il y a beaucoup de livres Mm. gratuits. Enfin, Ouais. il y a une culture accessible Mm. et les jeux vidéo pas du tout. Et ça coûte 60 balles hein, un jeu vidéo. C'est pour ça qu'aussi Et j'aime bien les avoir en retard, c'est que moi je les ai vraiment moins chers. Et il faut Je les la trouve. console ou le PC pour les faire tourner derrière. C'est ça, Tu exactement. Il faut rajoutes, toute une machinerie. tu rajoutes à la $2. Donc c'est pas. Alors j'ai beaucoup de mal. Alors commentaire de Sushi Ouais. 88. Oui, c'est Sushi tout 88. J'ai court, beaucoup t'en de fais mal. pas. À une Sushi. habituée. J'ai beaucoup de mal à sortir de ma zone de confort personnellement, ce qui fait que je ne fais pas beaucoup de découvertes. C'est dommage, mais j'ai du mal à me faire violence. Moi, je suis totalement d'accord. Il y a tellement de gens comme ça. Et même moi, parfois, j'aime beaucoup regarder The Office pour la 14e fois. Et, Alors là, tu et- prêches tellement un converti. ouais. Je t'ai vu Non, sortir d'ailleurs, enfin, je crois, un tweet ou un message That's what she said. oui, oui, Il y a très bah, peu. ouais, Voilà. Pardon. c'est vrai, j'ai tweeté Voilà. récemment. Mais ouais, mais je suis d'accord avec ça. Mais en fait, je sais que moi, j'ai ça avec la musique où j'écoute beaucoup de musique sur Spotify et j'ai vraiment toutes les découvertes de la semaine selon ce que j'écoute. Dès que j'ai un truc que j'aime bien, sans réfléchir, je prends l'album, je me donne une playlist à écouter, je me l'écoute ensuite et je Mm. découvre des dizaines de trucs comme ça. Et en fait, c'est juste comme je chercherais une drogue. En fait, je pense que les gens, quand ils découvrent des choses, ils cherchent à aimer ce qu'ils découvrent. Mm. Alors que, personnellement, mais ça c'est très personnel, j'ai arrêté d'essayer d'aimer ce que je découvre. Je découvre un truc, j'aime, ben j'arrête. J'aime pas, j'arrête. Et j'aime, je continue tout simplement. Et en fait, à chaque fois, je cherche ce moment crucial, un peu comme quand tu trouves ce groupe ultime que t'aimes bien, c'est que tu dis, ah, cette chanson, elle est pas mal. Tu écoutes l'album, il est pas mal. T'écoutes tout le groupe et t'as juste découvert 100 chansons. Moi, il m'est arrivé ça avec le groupe Vulfpeck, vraiment, où j'ai découvert ça, je dis, mais ma vie a changé. Et c'est un peu pareil pour les films ou les séries. Tu te laisses prendre par le jeu, et moi, en fait, c'est vraiment comme une drogue. Je cherche à retrouver ce sentiment de, là récemment, j'en ai parlé dans mon dernier podcast, je mate Succession de Ouais. HBO, qui est une super série. Mais waouh, mais ça m'était pas. Et là, je me suis lancé là-dedans et je me dis, mais c'est comme une drogue, mais vraiment, ça fait un plaisir fou. Oui, oui, mais on en revient en fait. C'est intéressant, ça pourrait presque être une analogie avec BoJack Horseman, ce que tu viens de répondre à Sushi et ce qu'elle a dit de base, c'est sortir sa zone de confort. C'est Ouais. un peu j'ai envie de dire l'allégorie de BoJack Horseman. C'est sa zone de confort, c'est l'anxiété, c'est cette espèce de zone sur laquelle, à la fois, c'est tout le paradoxe avec laquelle il se berce, qui est une forme de Mmh. réalité par son passé, etc., dans lequel je rentrerai pas dans le détail, mais qui est aussi la plus grosse excuse s'il en est pour C'est se ça, ouais. remettre en question et arrêter de faire souffrir les gens, et surtout arrêter de se faire souffrir lui-même. Mmh. Mais surtout que j'avais été monteur pour Benjamin Nevers sur la chaîne Vous êtes vraiment sympa. Ah, ok, Et d'accord. j'avais fait un. Et je suis son monteur, je monte beaucoup de projets pour lui. Cool. On avait fait le mois de mars ensemble. Il avait fait un mois de mars, une vidéo par jour. Ok. Où il sortait. Alors juste, je vois les commentaires, vous avez déjà eu la musique avec des morceaux qui vous donnent plusieurs écoutes pour les aimer, bien sûr, ça m'est Oui, déjà ah oui, arrivé, oui. notamment This is America, Ah de ouais, Childish ouais. Gambino, mais je suis d'accord avec Grand Babar, c'est plutôt les albums où c'est ça. Les albums, Ouais. ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, petit Il y a- commentaire pour pas que vous soyez ignorés. Des Voilà. fois, il y a même, j'irai plus loin, il y a même des voix, en fait. Je vais donner un exemple où souvent je me fais engueuler sévère. C'est Jack White, le chanteur que ce soit Ah, je suis au de courant. Raconteurs, de White Stripes, etc. Au début, j'ai eu un mal fou avec ce gars, et en réalité, en réécoutant, en reprenant le temps, comme tu le disais, en laissant plus tard, en y revenant, je me disais, mais en réalité, non, sa façon de poser sa voix est super technique, et c'est super Ouais. habile, et le hasard, en plus de la vie, a fait que je m'étais mis à prendre des cours de chant entre temps, donc forcément, t'as plus le même rapport aux choses, comme tu disais, t'as pas le même œil quand tu fais toi-même de la réal. Enfin bref, voilà, comme ça, on Ouais. répond et on partage avec vous. Et tu allais dire, Oui. en poursuivant sur le mois de montage que tu avais fait.
Oui, voilà. Et en fait, le mode montage de Benjamin, le concept, c'était que tous les jours, il affrontait une peur. Mais ça pouvait être une peur, écrire une lettre d'amour à quelqu'un, à faire du saut à l'élastique. Donc c'était des peurs à la fois psychologiques et physiques. Ok, pas mal. Et en fait, il y avait des FAQ, on lui demandait comment c'est d'affronter ses peurs tous les jours. Il a dit, en fait, c'est comme un sport. Au début, c'est compliqué. Mais avec la pratique, Pierre Cross avait dit ça en faisant une vidéo par jour, il a dit, avec la pratique, en fait, on s'y fait, c'est juste un rythme qu'on comprend, tout simplement. Ouais. Et je pense que c'est pareil, c'est vraiment comme du sport, qui est comme une drogue, le sport. C'est faux, c'est vraiment faux. Je déteste le sport. Ça m'énerve les gens qui disent que c'est comme une drogue, ça m'en Ah, c'est-à-dire ça mais s'entend dans les deux sens. C'est ceux qui vont dire c'est comme une drogue, c'est ceux qui vont dire c'est pas normal que tu accroches pas si tu fais du sport. Mais en soi, ce que tu ouais, vas sécréter, de la même manière que quand tu as des oui, c'est algorithmes, vraiment une drogue. etc. Voilà, c'est vraiment vraiment des Vraiment, sécrétions. on m'a dit qu'il faut pas faire plus de 4 heures de sport par jour parce que c'était accro en fait comment ça s'appelle le truc de le cerveau quand tu fais du sport, un Dopamine. truc en in, dopamine, voilà, t'es accro à la dopamine en fait. C'est incroyable, si tu fais plus de 4 heures par jour, t'es accro à la dopamine, bref. Et je trouve qu'en fait sortir de la zone de confort c'est ça. Et moi ce que j'aime bien faire c'est faire tous les jours, au moins tous les jours, voir un truc que j'aurais pas vu. Que je sais pas, cuisiner un plat que j'aurais pas cuisiné, un truc comme ça. Et je trouve que à force on s'y fait. Ouais. Et c'est assez plaisant parce qu'en fait, moi j'ai toujours recherché ce sentiment où t'as découvert un truc que tu pensais pas aimer et finalement que t'aimes bien. Que ce soit un film, une série, un album. Et c'est tellement plaisant quand tu découvres ça parce que moi ça m'a fait ça avec The Office que j'avais enfin commencé il y a 2 ans je crois. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que je m'engage dans 9 saisons? Ouais. Et ben ça fait une nouvelle série sur laquelle je pourrais faire un marathon. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ah Tu vois, bah. je vais plus jongler entre Malcolm, How I Met Your Mother et Friends. Maintenant, j'ai The Office. Quoi. Donc, Et quelle série. c'est vraiment hyper cool. Ouais. Mais d'ailleurs, elle est un tout petit peu en dessous dans mon panthéon de séries. Elle est juste en dessous avec The Wire, juste en dessous de Six Feet Under, qui elle est vraiment sur le toit du panthéon. Ouais. Je ferme la parenthèse, mais je crois que ça revient vraiment à ce que nous disait Sushi un petit peu plus tôt. C'est pas toujours évident le fait de pouvoir justement dépasser sa zone de confort. Il y a plein de raisons, je pense à ça. Il y a le fait que ça dépend. Tu parlais tout à l'heure en fonction de la façon de faire les choses, de recevoir les œuvres, où t'en es aussi dans ta vie, tu vois, des fois il y a des moments, Oui, t'aimes bien avoir des boucles sur un jeu, un film, une musique, parce bien que ça, sûr. voilà, ça te Et il fait n'y a bien. pas de mal. Non, Il y surtout, a, très bonne précision. Ne il y avait culpabilisez vraiment, en fait, il surtout y a pas. vraiment pas de mal. En fait, Voilà. on se pas à découvrir les choses. Enfin, Mm. c'est pas ça. Après, sortir de sa zone de confort. Je trouve que ça a quand même des vertus. Oui. Le fait de faire autre chose que ce qu'on fait habituellement, ça c'est évident. Mais par contre, si on est dans un état mental qui pousse à, surtout quand il y a un truc, moi je trouve dans les états de déprime, un peu dépressif, où on n'est pas trop bien, il y a un sentiment qui est vraiment, et je trouve pour le coup BoJack Horseman on n'a pas trop parlé, et je trouve ça dommage. Et pour l'instant, j'ai vu aucune série qui en parle et aucune fiction qui en parle. Quand on va pas bien, on n'a pas de vision sur le long terme. Mm. Et je trouve que c'est, moi, personnellement, quand j'allais pas bien, c'est là où tu te replies sur un truc que tu connais déjà parce que tu sais que tu peux l'arrêter. Tu sais parfaitement que tu le connais par cœur, donc si tu loupes un épisode, c'est pas très grave. Alors qu'en final, si tu t'engages sur une série de 2 saisons, par exemple Succession, c'est là actuellement c'est 2 saisons de 10 épisodes, Mm. 1 heure chacun, c'est quand même 20 heures de contenu. Tu t'engages dans 20 heures de contenu en fait. Donc il faut te dire que dans une semaine, je serai encore dessus. Et une vision sur le long terme que quand t'es un petit peu déprimé, t'as pas du tout. Ouais. Et je trouve qu'il y a très peu, voilà, BoJack Horseman en parle pas. Et ça, c'est un petit peu mon regret parce que je trouve que, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, c'est vraiment le sentiment qui est assez universel. Quand tu dis ça, des gens ils disent ah putain mais c'est vrai. Et on en parle très peu de ce sentiment où t'arrives pas à voir plus loin que le bout de ton nez. Et je trouve ça je trouve ça horrible, mais c'est très cool. Enfin, horrible comme sentiment, bien évidemment. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper bien de pouvoir se replier sur un truc qu'on connaît. Ça nous conforte et ça nous fait nous sentir mieux, en fait. Voilà. Curieusement, alors que ça, spontanément en mode cliché, ça pourrait s'y prêter plus, mais j'ai l'impression que dans les formats audiovisuels, c'est, comme tu dis, c'est un truc, alors, peut-être pas qui est absent, mais qui est beaucoup moins fréquent. Moi, c'est un truc que je retrouve, cette représentation-là de cet effet comme ça de ralentissement, de torpeur, de difficulté à se projeter, je le retrouve beaucoup plus dans les BD, les mangas et les jeux vidéo.
Il y a beaucoup plus cette dimension. Alors, je suis en train de me demander en même temps que je t'en parle, est-ce que c'est pas lié à la logique séquencée en fait de l'un et de l'autre. La BD, le manga, tu vois, le fait de la case, tu sautes à ton rythme. Bon, tu me diras, c'est comme la lecture aussi, mais je trouve que le fait d'avoir l'accroche quand même visuelle, c'est moins coûteux, même au niveau de la cognition. Oui, et même au niveau du temps, tu vois, un livre, voilà. un livre de 1000 pages. Tu vois, le Seigneur des Anneaux, tu le lis pas dans le temps des films du Seigneur des Anneaux. Après, ça dépend. Tu vas avoir des ouvrages très fleuves de beaucoup de pages qui sont écrits très gros et dans un truc tellement léger que tu vas les plier. Tu prends un livre de poche normal d'environ 300 pages. Ouais. Moi, j'arrive à le lire en 3 heures, 4 heures, quoi. Donc, mais c'est quand même 300 pages, c'est pas un très gros livre. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc du côté de la séquence. Pour moi, c'est le juste milieu entre la lecture et le cinéma. Ouais. Tu vois, et pareil pour le manga, il y a un support visuel en termes de temps. Tu t'engages à un truc, t'as quand même une belle vision dans quoi tu t'engages. Il y a un découpage même quand t'as pas de chapitre, assez souvent. Que je pense très honnêtement qu'il y a un support physique. Vu que le manga, la bande dessinée, il y a le côté. Alors les jeux vidéo, je saurais pas te dire. Je pense pas jouer à assez de jeux vidéo pour ça. Mais par exemple les jeux vidéo, c'est marrant parce que les jeux vidéo qui sortent, qui ont des vraies vertus pour l'anxiété, pour la dépression, etc. C'est des jeux notamment comme Animal Crossing. Je sais que le nombre de personnes qui ont dit oui, moi j'ai joué à World of Warcraft et ça m'a sorti de phase de déprime, c'est des jeux en fait qui n'ont pas de fin. Je fais justement, c'est très bien que tu soulignes ça parce que je fais une distinction entre les jeux qui vont avoir ce qu'on appelle des boucles de gameplay qui vont être vraiment dans soit de la récolte dans le cas d'Animal Crossing, soit de l'expérience guerrière ou ce que tu veux en général. Ça je le mets un peu de côté parce que ça c'est le côté je pense tu vois automatise la pensée, je fais mon truc, ça me détend, je pars dans les univers, je me pose pas plus de questions que ça que me laisser porter. Moi je pense vraiment à des jeux qui vont avoir un thème, bon, comme tout tu me diras, mais hop, ça va vraiment matcher et je trouve que ça marche très fortement quand à ce genre de rencontres-là, comme je disais, dans les jeux vidéo et les mangas, la BD. Et parce que moi je trouve, je l'ai déjà fait dans le cadre d'un cours, il y a des ponts entre la séquentialité, je trouve, de la BD et du jeu vidéo, par la manière de faire, les sauts, enfin bref, il y aurait plein de choses à dire, mais... Et surtout dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y a aussi un côté immersif. Vu qu'on incarne quelque chose, on est beaucoup plus engagé, j'ai l'impression. Oui, évidemment, oui. On est quelqu'un d'autre, en fait. Et je pense aussi que la bande dessinée et le manga ont un aspect temporel, je trouve, qui est assez court. On sait à peu près le temps que ça va nous prendre, et c'est relativement court. Et en plus, il y a le support physique où on sait ce qu'on va regarder. On sait ce qu'on va lire, en fait. On voit l'évolution. Donc il y a un rapport très concret. Alors que je dirais qu'un film, tu vois pas la barre défiler de la vie hyper stressante d'avoir tout le temps. Sauf rare cas, en tout cas quand même dans la BD. Et je prends un contre-exemple dont tu as parlé dans ton dernier podcast, c'est le sculpteur de Scott McCloud, dont le hasard a fait que j'ai parlé de l'art invisible et faire de la bande dessinée sur un des derniers lives en date. Tu précisais toi-même, c'est un truc assez costaud. Et t'expliquais toi-même justement que ça t'avait demandé du temps pour te poser, le lire. Bon, c'est vrai que t'avais ton déménagement aussi, de ce que j'ai compris, ça aidait pas, mais voilà. Bref, mais je pense que, en tout cas, il y a toujours de quoi faire. Ça va faire très très bisounours ou très mon petit poney, comme je dis en général, quoi. Mais voilà, surtout vous culpabilisez pas. Je pense que si ça a matché comme ça aussi spontanément avec Alfie, qu'on a directement proposé de faire une émission, c'est que je pense qu'on partage cette même idée. Vous culpabilisez pas, prenez votre temps, et puis c'est facile à dire comme ça, mais les pressions sociales, voilà, mettez une forme de casque, c'est facile à dire comme ça évidemment, mais faites en sorte que ça vienne pas vous faire souffrir ou vous faire partir tellement dans tous les sens que... C'est un peu, je trouve, comme ce moment où en tant qu'adulte tu comprends que t'es pas obligé de faire des trucs que t'as pas envie de faire. Il y a plein de trucs, j'ai l'impression que tu fais, tu te sens obligé de le faire, mais... Tu vois, genre, on te dit, sors, viens boire un coup, t'as pas envie de boire un coup. Et t'es un peu en mode, pourquoi j'y vais? Parce qu'on me dit d'y aller, mais en fait, si je veux pas y aller, j'y vais pas. Je m'en fous. Enfin, en plus, les gens vont pas te détester et t'envoyer des pics le lendemain au bureau parce que t'es pas venu boire un coup. Tu te dis, bah non, en fait, j'ai pas envie. Après, il y a un vrai problème. Je pense que ça dépend. Qu'on t'envoie des pics? Je pense qu'il y a des gens qui seraient capables. Moi, je pensais physiquement, des vrais cure-dents qu'on t'envoie de l'œil. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord, non, genre te faire... Oui, d'accord. En effet, qu'il y a une image, mais je pense en fait que les gens
qui vont t'en vouloir. Je sais que moi, tous mes potes, je leur fais ça te dit de se voir et ils me disent bah non, j'ai pas trop envie. Même pas, je me sens pas bien, je suis malade, juste j'ai pas trop envie. Ouais. Je leur dire ok, Bien y a sûr. pas de problème. Bien sûr. Je pense que Bien sûr. quiconque va te dire ah tu fais chier, t'as pas envie, mais tu pourras avoir envie. Bah, c'est pas des gens bien, c'est pas des gens à avoir dans sa vie, je pense. Ah oui, ça, Donc, je pense que... c'est un mal pour un bien. Et je pense toute cette pression sociale, alors c'est très très difficile de s'en émanciper, mais il y a une part, on a des obligations, et je pense que la majorité des trucs qu'on croit obligé de faire, qu'on se croit obligé de faire et d'accomplir, quelque part, pas tellement. Pas tellement. Il y a vraiment, pareil, c'est un peu comme se dire qu'on pourra jamais tout voir. Il y a un twist dans notre tête, c'est ce moment où tu réalises ça, et tu dis, mais en fait, non, mais j'ai juste pas envie de le faire. Du coup, ben, je suis pas obligé de le faire. Genre, c'est fou. L'ironie, l'ironie, c'est que justement, on se dit ça quand même en période de confinement. Je pense que du peu que j'ai échangé avec toi, j'ai l'impression que t'as pas attendu le confinement pour ça, mais ou en tout cas que ça s'est fait progressivement. Mais c'est intéressant de voir qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de gens qui sont forcés un peu à avoir ce genre de considération là, et ça se voit. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de dire t'as pris l'exemple, aujourd'hui j'apprends à faire de la cuisine, tu regardes tous les trucs que les gens balisent de manière plus ou moins responsable, on va dire plutôt responsable faire de la cuisine, moins responsable aller faire du footing, mais c'est intéressant de voir comment ils se remettent à rebaliser leur vie, parce que probablement une grosse partie n'ont plus cette pression sociale du je dois faire ça tant ou trouver le temps pour, bah voilà, là dans la contrainte tu le trouves quoi, curieusement. Donc qu'est-ce qui fait ça, que c'est exactement, je pense aussi quand tu fais un apéro Skype avec des gens, faut aller sur Skype, faut avoir le compte, faut avoir une caméra, donc c'est tout un, tu peux passer avec n'importe qui, donc dès que tu vois des gens physiquement, c'est des gens que tu as vraiment envie de voir. Parce que personne ne te force à les voir. En fait, personne va te dire, viens, fais faire un truc Skype. Non, c'est quand même un peu une galère. Alors, j'ai vu juste Game of Thrones, d'ailleurs. Merci. De la pression sociale. Bah, t'inquiète, moi, je suis. Tu as l'œil. Je donne. Un des summums de la pression. Mais bien sûr, Game of Thrones. En plus, Game of Thrones, moi, je n'aime pas Game of Thrones. Bah, c'est. Moi, j'ai pas commencé. Je l'ai maté à 3h du matin, toute la dernière saison, parce que, moi, Game of Thrones, je l'ai maté, la dernière saison, je l'ai maté tous les soirs à 3h du matin. Pour la simple bonne raison que il y avait des bières, il y avait des bons copains et il y avait on veille tard. Et moi c'était le seul truc qui m'intéressait là-dedans. C'était juste les bons copains et rigoler. Et moi à la base je voulais rigoler avec des amis. Et le truc c'est que j'étais avec des personnes, je leur dis ouais moi j'aimerais bien mater Game of Thrones, mais par contre si on mate Game of Thrones on rigole, enfin on commente un peu l'épisode, voilà. J'étais avec 4 personnes, vraiment je me suis marré avec une pote et les deux autres personnes ont dit chut. On écoute. Moi, vraiment, allez, moi, au revoir. Jusqu'à 3h du matin enfin, j'attends le lendemain, quoi. Faut arrêter de déconner. Mais... Donc, Game of Thrones, c'était une énorme pression. Et d'ailleurs, Game of Thrones, toutes les personnes qui ont dit Game of Thrones, moi, j'avais dit dès le début, vous allez voir, elle va être oubliée, cette série. Le phénomène va être culte. Mais la série en elle-même va un peu passer à la trappe, va un peu échouer l'épreuve du temps. Maintenant, Game of Thrones, vraiment, personne n'en parle. Enfin, les gens s'en battent les steaks des spin-offs. J'ai l'impression, en tout cas, j'ai cette impression-là. Alors, j'ai oublié de préciser qu'au-delà du fait... c'est un Patreon ou un Tipeee que tu as ? J'ai un Tipeee. Tu as un Tipeee, je dis ça, tu vas comprendre la blague. Hein. Au-delà du soutien via Tipeee, je pense qu'il faudrait lancer une carrière pas de visionnaire, de médium, parce que là, il y a beaucoup de choses qui se réalisent entre les dates Game of Thrones. Mais pour revenir, ce que tu décrivais sur Game of Thrones, typiquement, moi, j'avais le même parallèle social avec les coupes du monde de foot et Coupe d'Europe et Coupe du monde de foot, parce que ça permettait de sortir, de se marrer. Alors qu'en général, moi, j'ai pas du tout la passion footballistique. Enfin bref, mais et on avait eu le même syndrome, je sais pas si t'es d'accord Gabora et les autres sur le chat, avec le Seigneur des Anneaux. Et moi j'ai résisté à la pression pendant la sortie des 3 films. Non, je voulais pas être forcé à voir le Seigneur des Anneaux parce que je m'étais mis un deal dans ma tête et quand je suis dans mon deal, je suis dedans jusqu'au bout. Je voulais absolument lire les bouquins avant de voir les films. Et je m'y suis tenu, et je suis très heureux, donc ne lâchez rien, j'ai envie de dire, c'est tout à fait possible. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Je suis entièrement d'accord. Le foot, c'est un peu comme Harry Potter, je suis d'accord. Ouais. Alors Babar qui nous disait la peur de s'ennuyer. Oui, complètement. Je voulais pas couper Alfie aussi tout à l'heure. Alors c'est vrai ce que tu disais, ça peut entre guillemets
permettre de peut-être à des moments donnés de faire le tri chez certaines connaissances en fonction de s'ils sont un peu trop en mode forceur avec toi, mais on peut encore plus extrapoler, se dire peut-être que la personne qui est en mode forçage à ce moment-là, si tu regardes subtilement, tu peux peut-être déceler que justement elle va pas bien et qu'elle force à te voir parce que c'est un peu un appel. Alors c'est délicat et on n'est pas censé être le thérapeute des gens, mais voilà, c'est pas évident. Ça rejoint un petit peu le truc de la santé mentale, c'est que c'est tabou. C'est autant tabou de dire j'ai besoin de voir quelqu'un que c'est tabou de dire j'ai pas envie de sortir. Ouais. Donc en fait on se force à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire et on n'est pas honnête avec ce qu'on ressent. Et pour moi c'est un vrai problème. Et par contre il y avait juste alors Grand Babar qui a dit un peu hors sujet mais cette peur de s'ennuyer, une forme de pression aussi. Je suis entièrement d'accord. Il y a Sirius North qui a fait une super vidéo sur la peur de s'ennuyer que je recommande fortement. Et le conseil moi vraiment c'est ennuyez-vous. C'est absolument incroyable de rien foutre. Ouais. Moi, c'est ce qui me manque beaucoup. Ce qui me manque beaucoup avec le confinement, c'est pas tellement de voir des gens. Enfin, je m'en fous. Je sais que je vais les voir plus tard, mais c'est plus de pas pouvoir marcher. J'adore marcher. Pareil. J'adore aller au resto seul. Tu vois, genre, il y a plein de plaisirs comme ça qui me manquent beaucoup parce que c'est de s'ennuyer. Et parfois, tu sais, je vais au resto. Je commande à manger, je suis tout seul sur ma table et j'ai prévu un livre, j'ai prévu des podcasts, des trucs à faire et jamais je l'ai fait. J'aime bien avoir le choix de le faire en cas où si j'ai envie. Bon, c'est pour ça que j'ai toujours un livre sur moi, même si je lis qu'une fois sur 10 quand j'ai le temps de lire en dehors, mais j'aime bien avoir ce choix-là. Mais je crois que 99% du temps, je ne fais rien en mangeant et c'est hyper plaisant. Ou t'amuser à regarder les gens, mais très souvent d'ailleurs quand on dit ne rien faire, enfin bref. Et d'ailleurs je recommande, avant de reprendre, parce que là c'est très actif sur le chat, est-ce que tu as lu Le Gourmet Solitaire de Jiro Taniguchi ? Pas du tout. Ah bah je te recommande, je pense que Gabora va être trigger d'ici quelques secondes. C'est l'histoire simplement d'un type qui se balade et qui tombe par hasard dans des restos. Je te déconseille de lire sans avoir mangé ou sans avoir à manger à portée de main par contre. Et c'est vraiment fabuleux. Donc voilà, il a réagi. Je reprends dans l'ordre. Donc Sushi qui me dit, j'ai tendance à faire le contraire, plus on va me dire regarde. C'est le mec qui a fait Quartier Lointain. Oui, tout à fait. Journal de mon père, Quartier Lointain. Ouais, L'homme qui marche aussi, ça devrait te plaire. Tout est dans le titre. D'accord. C'est juste des balades simplement, enfin bref. Donc Sushi qui me dit plus on t'as le côté plus on te dit de faire, moins tu vas le faire. Écoute, c'est très bien, c'est aussi une forme de résistance. Donc tu trouves que plus les gens te vendent un truc en te disant que c'est la meilleure chose au monde, moins tu vas avoir plus tu vas aussi ça c'est un autre risque. C'est vrai que c'est un autre risque, mais bon, après c'est l'enthousiasme, qu'est-ce que tu veux. Mais j'essaye un peu de calmer. Après, moi je suis en fait il y a des gens. Moi, j'ai toujours dit qu'une personne qui parle avec une personne passionnée, c'est toujours passionnant. Oui. Donc en fait, une personne, je sais que moi j'aime beaucoup parler avec enthousiasme fou de tout ce que j'aime. Je suis un peu en mode mais c'est génial, etc. Mais par contre, j'aime pas quand on implique une pression en mode tu vas adorer, tu vas trop aimer, ça va être génial, infernal. C'est ta série préférée. Ça m'énerve quand on projette sur toi une opinion. Par contre, une personne qui me parle d'une série il est un énorme fanboy de malade mental, pour moi, je trouve ça passionnant. Et ça me suffit. Et pour moi, il n'y a pas de pression parce qu'il ne projette rien sur moi et je trouve ça hyper agréable. Et c'est de plus en plus rare. Les gens, tout de suite, il leur faut. Enfin, t'as l'impression, moi, je suis un énorme fan. Je sais pas, je suis un énorme fan de The Office. Prenons The Office. Allez. Et si je vais en parler à des gens, ils me disent, moi, j'ai pas trop aimé. Je fais, c'est con, c'est dommage. Mais je passe à autre chose en fait. On s'en fout. Chacun aime ce qu'il veut aimer. Le test en général pour repérer, c'est de dire à la personne j'ai entendu dire que c'était de la merde. Donc si la personne elle convulse, vous pouvez éviter. C'est un très bon test. C'est arrivé à avoir de l'autodérision ou simplement que la personne va te dire pourquoi. Tu vois, si elle te le dit posément, là c'est cool. D'accord, non, moi je sais pas, j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui va se passer. Donc tu vois un petit peu les et après tu te rends compte que quand je trouve tu prends ce réflexe là, t'as vraiment que des gens sains autour de toi. Tu sais, t'as des gens que sympathiques. Et t'as pas, notamment le milieu professionnel. Alors moi, je suis en freelance, du coup, je suis indépendant, je bosse souvent chez moi, je suis très seul, ça me va, je suis très heureux comme ça. Mais je sais que j'avais bossé en bureau pendant bien l'équivalent d'1 an et demi, dans une boîte de com et tout. Et c'est vrai que t'as une pression, et dès que tu t'en fous un petit peu de cette pression, t'es tout de suite boycotté. C'est un peu comme si tu fumes pas, tu vois. Il y a un vecteur social. Ou que tu ne bois pas. Que tu ne, tu vois enfin
tu manques quelque chose, C'est ça. je trouve. Et Il en y fait, a tu te cet rends compte épisode. que ce que tu manques, Ah, pardon, excuse-moi. ce que tu manques, c'est juste des personnes légèrement, pas toxiques, mais des personnes qui sont pas ouf. Ouais. Du coup, on s'en fout. Tu vois, il te manque un truc, mais c'est pas très grave. En fait, c'est pas fun. Du coup, bah, tant pis. Ça me rappelle cet épisode fabuleux, je voulais pas te couper, excuse-moi, c'était, tu sais, dans Friends, pour ceux qui connaissent pas, je recontextualise, où tu as le personnage de Rachel qui, à un moment, est employé à Ralph Lauren et se force à fumer pour pouvoir, alors elle, c'est pour des raisons professionnelles, hein, pour pouvoir suivre, en fait, les papotages qui, des fois, mènent à des opportunités de boulot. Mais c'est un très bon exemple, je trouve. Ouais, mais de toute façon, ça t'est prouvé que fumer est un vecteur social. Enfin, il Oui. y a le nombre de. De toute façon, déjà, ceux qui fument, ils travaillent moins que ceux qui fument pas. Pour ça que moi, dès que je suis dans une boîte, je prends des pauses toutes les 2 heures. Je prends un quart d'heure de pause toutes les 2 heures. Et si vous allez dans une boîte et que vous ne fumez pas, faites ça parce que c'est pas juste. Et il y a des patrons notamment qui sont venus me voir et qui m'ont dit. Et non. Qu'est-ce que tu fais? Je fais, je prends ma pause clope. Il m'a dit mais tu fumes pas? Je fais oui alors. Et donc du coup, bah, les patrons ne t'aiment pas trop. Mais je dis non, mais j'ai le droit en fait, de prendre une pause, j'ai le droit de souffler. Et c'est pour ça que moi je suis vraiment, pour ça que freelance, moi j'adore, c'est que t'es au niveau du rendu. C'est que plein de fois, moi, quand je bossais en bureau, je bossais 1h30, 2 heures, et après j'allais à l'accueil, je me faisais un café, je faisais des blagues dans l'open space, etc. Et il y avait plein de personnes qui n'étaient pas dans mon secteur, qui bossaient ailleurs sur d'autres choses, vu que la production du lait c'est très très large. Et qui disait mais qu'est-ce qu'il fout ce mec c'est un branleur. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai dit bah je sais pas, le soir ma vidéo elle est rendue, j'ai jamais eu un seul retard, j'arrive le matin 1 heure plus tôt parce que moi je suis plus un mec du matin, parce que se lever tôt en fait tu perds pas ta journée alors que se lever tard tu perds ta matinée, et j'ai dit moi j'arrive plus tôt, je fais mon taf, le soir il est rendu, qu'est-ce que ça peut foutre si je prends des pauses, enfin à la fin le taf il est fait, donc c'est des automatismes hein, après, de toute façon c'est vraiment des conditionnements qui sont autant ordonnés par les patrons que alimentés par les employés, mais c'est vrai que c'est une guerre de tous les instants quand tu veux, dans open space ou pas hein, d'ailleurs, quand tu veux dans un groupe remettre en question un truc qui en soi objectivement peut être absurde, c'est très dur, tous les effets de groupe. C'est comme ne pas boire d'alcool, tu vois. Bah, ce que je te disais, ouais, quand tu parlais de la clope, c'est pareil, je disais, soit ne pas boire, soit par exemple, un exemple tout bête, y a des personnes par exemple qui vont pas, ça existe, qui vont pas aimer la bière. Et j'ai remarqué les gens moi, qui disent. Pas la bière. Bah voilà, bon, bah, très bien. Moi je préfère du vin, enfin, tu me mets une bière, je la bois, parce que bah, faut pas déconner. Mais par contre, vraiment à choisir, moi je prends tout. J'adore le vin. Et après, on me traite de bobo gauchias parce que j'aime le vin. Mais la vérité, c'est que j'adore ça. Bah voilà, c'est les genres effectivement d'acceptation, ou même de gens. Et c'est très drôle parce que si tu creuses encore plus, ces gens vont te dire oui, mais la bière c'est normal, c'est moins cher et machin. En général, les gens vont finir des fois par peut-être pas surger, mais en tout cas à mettre un temps infini et beaucoup plus de temps à passer aux toilettes à picoler de la bière, alors que verre de vin, effectivement, tu vas le faire durer. Bon après, évidemment, si tu te le mets cul sec, c'est un autre délire. Mais moi j'aime bien, c'est que déjà le vin c'est moins cher que la bière. En termes de taux d'alcoolémie, en plus, une pinte de bière et un verre de vin c'est le même taux d'alcoolémie, donc t'es bourré pareil. Le prix est beaucoup plus stable d'un bar à l'autre, donc même si tu vas, à part si tu vas genre moi sur les champs, etc., mais que tu ailles dans un bar du 3e ou du 15e, le vin est à peu près le même prix. Et juste, grand hasard qui dit, il y a bien des gens qui n'aiment pas les pizzas. Non, vraiment, tout le monde aime les pizzas. Arrêtons. Ça, par les contre, pizzas à l'ananas. Moi, j'adore la hawaïenne. Voilà. J'ai jamais testé, tu vois. Ça sera dans ma liste des trucs à sortie de confinement. C'est une blague. Hein. On peut ne pas aimer les pizzas, il y a aucun problème. Par contre, vraiment, si t'aimes pas les pâtes, ça c'est un gros souci de ta vie. Choses, surtout en ce moment où il faut faire du stock. Vraiment, ça fait 10 jours que je mange des pâtes au pesto. Hein. Très clairement, je le dis à tout le monde. Mais c'est vraiment ça, c'est ma vie à présent. Alors, je reprends un petit peu. Les gens qui n'aiment pas les pizzas, on sent que c'est vraiment un vécu. Ouais. On sent qu'il y a des années. Il y a un vrai drame derrière, il y a un film qui se prépare. Il y a des années de pizza ce soir. Les gens te regardent en mode, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais casse-toi, tu n'es plus notre ami. Hein. On te boycotte, mec est seul chez lui. Il est noyé de l'alcool. Bah ça va, on a un vrai traumatisme, je suis sûr. On n'a pas loupé trop de com, c'est bien dans le chat. Ah ouais, apparemment il y a un vrai vécu. Bah on va continuer. Moi je voulais rebondir sur un truc. Je pense qu'on s'est trouvé en tant que bavard, mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait une tendance actuelle à beaucoup avoir un peu une surabondance du tragicomique dans les fictions. Et c'est marrant.
Ouais, il y a une mode et c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on retrouve, alors peut-être plus du sentimentalisme ou du lyrisme à outrance, qu'on retrouve énormément dans le jeu vidéo depuis Oui. maintenant environ, allez, une petite dizaine d'années, peut-être un chouille moins. Il y a eu il y a eu peut-être trois grandes boîtes que je vais citer rapidement pour délimiter. Je pense que les noms des jeux te diront et les noms des boîtes te diront au moins quelque chose. Il y a Telltale Games qui ont fait toutes les adaptations. Bah, d'ailleurs, on parlait Seigneur des Anneaux, Wolf Among Us de la série du comics Fables, Walking Dead en jeu vidéo, Ok. etc. Je connais deux noms, mais je n'y ai pas joué. Voilà. Il y a eu Quantic Dream, qui est cette boîte donc, qui a D'accord. fait autant Detroit Become Humans récemment, comment s'appelle-t-il, Heavy Rain, Beyond Two Souls, Ouais. etc. Et une troisième donc qui est Dontnod, qui a réalisé notamment les Life is Strange. D'accord. Euh, Ok. et c'est vrai que ces trois-là, sur des dynamiques différentes, ont beaucoup effectivement creusé. Ce sont des jeux qu'on va un petit peu de manière réductrice nommer comme étant des jeux narratifs. Parce que ça, Oui. c'est le grand fer de lance du jeu vidéo. C'est actuellement, pour Oui. que ça marche, il faut que ça soit narratif. Bref, Avec les choix multiples, etc. voilà. C'est monde ouvert et jeu narratif, j'ai l'impression. C'est les voilà, c'est les tendances Et- des 15 dernières années. Euh, Alors, tu vois, alors personnellement, moi j'adore les jeux, genre The Last of Us, j'ai adoré parce que ça te prend par la main. hmm, Donc t'as une histoire, et bien moi sûr. j'adore. T'es à la fois actif, tu suis un film, tu suis une histoire, moi j'adore. J'adore ça. J'aime beaucoup les mondes ouverts. Hein. Enfin, le jeu vidéo. Moi, j'ai commencé principalement avec le monde ouvert vu que je suis tombé amoureux du jeu vidéo avec World of Warcraft. Donc vraiment en tant que monde ouvert, Ouais, ça se pose là. vraiment un monde hyper ouvert. Mais je t'avoue que moi, c'est The Last of Us qui a été un énorme kiff et qui m'a fait kiffer. Bref, je te Hmm. laisse continuer. Ah non, non, mais de toute façon, c'est aussi un très bon exemple et rien n'empêche, avec des jeux effectivement balisés en termes de narration, de donner des illusions d'ouverture assez impressionnantes. Et Last of Us là-dessus est très intéressant. Et voilà, c'était simplement pour faire un parallèle sur ce que tu disais au niveau du jeu vidéo, qu'on repère beaucoup la tendance à ce que je dirais le ressort narratif de l'émotion, c'est vraiment devenu David Cage, qui est le PDG par exemple de Quantic Dream, son D'accord. truc qui tabasse à chaque nouvelle sortie de jeu, c'est les jeux vidéo sont là pour susciter des émotions. C'est-à-dire comme c'était le seul et unique vecteur de l'objet jeu vidéo, ou comme si on disait, bah voilà, le cinéma c'est fait que pour créer des émotions. Enfin, Ouais. c'est excessivement limitant. Bon après c'est une catchphrase, hein, c'est un truc aussi qui permet aux gens de le repérer et il a son caractère dont il se cache pas. Mais ouais, je trouvais que on est un peu en train de sortir de cette boucle là. Je dis ça parce que j'ai fini Life is Strange 2 il y a très peu là, il y a quelques jours. D'accord. Ouais. Et il y a un autre truc qui est problématique, c'est qu'on sous-estime, je le disais tout à l'heure en blaguant en disant le montage c'est aussi un langage, on sous-estime le fait que le jeu vidéo en tant que tel, avant même la dimension de narration pure, sous-entendu du Oui. texte ou des voix, des textes déclamés, c'est un langage en fait. Les logiques, la façon dont tu vas constituer ton univers, la façon dont tu vas constituer tes Ouais. personnages, la façon de te mouvoir dans l'espace, c'est déjà en fait une grammaire. Et ça, c'est un truc que je trouve à échelle du jeu vidéo. Je me permets de faire ce parallèle-là parce que tu me disais que tu courais encore plus après le temps dans le cas des jeux vidéo. C'est un Ouais. truc, tu donnais un autre exemple tout à l'heure avec God of War, on est dans un truc très balisé qui n'empêche pas effectivement d'exploser d'un point de vue narratif, même si je lui trouve quelques petites limites au niveau de l'écriture. Il y a des trucs très intéressants qui sont proposés dans le Mais dernier God of War. en plus, God of War, moi j'aimerais bien faire ces vidéos. Il y a un truc dans la mise en scène que j'ai remarqué, c'est que c'est un vrai plan séquence. Oui, 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 il y a effectivement, il y Moi a je trouve ça fou. ouais, au niveau des angles de caméra, c'est assez ma boule ce qu'ils ont fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Et c'est juste, voilà, c'est vraiment, il y a un constructif, juste du Ouais. plaisir. Waouh, c'est fou. Ça m'a vraiment foutu sur le cul, Ah ouais, non, non, tout simplement. il est bluffant. Hein. Il se pose, en tout cas, il se pose en mastodonte avec des Last of Us dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, Mais d'accord. voilà, voilà. Est-ce qu'on a manqué quelque chose Et tu parlais des pizzas, comme Ah, quoi ça sushi continue n'aime sur les... pas les pizzas. Très bien. D'ailleurs, moi c'est fou parce que les pizzas c'est très bon, tu vois. Et en parlant de pizza, et je trouve, moi, j'ai eu vraiment un vrai choc quand on m'a appris que les pizzas, le riz cantonné, le couscous, des trucs comme ça, c'est que des plats de reste en fait. Ouais, C'était là où tu prenais du pain, ouais, tu mettais ce qui restait et tu le cuisais et t'espérais que ça soit bon. bah ouais.
Et je trouve ça incroyable comment vraiment c'est devenu un super plat, mais enfin, voilà, je trouve ça juste fou. C'est vraiment un plat de reste. Genre, c'est vraiment le truc, le dimanche, tu vois, bah, qu'est-ce qui reste? Bah, on fait une pizza. Voilà, Ah, il c'est reste la farine, il incroyable. reste la sauce tomate, bah allez, banco. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que c'est un Voilà. truc auquel, mais comme tout, comme on disait tout à l'heure, que ce soit le sport, le fait de tourner ou de faire du montage, c'est quand toi-même tu cuisines, tu t'en rends très vite compte, notamment quand tu commences la première fois que tu cuisines et que tu suis Ouais. une recette et par exemple tu essayes de rattraper le truc de manière plus ou moins heureuse, tu tombes sur un résultat qui est totalement inattendu, qui parfois va être moyen mais mangeable, et des fois va être limite meilleur que ce que tu prévoyais de faire Ouais. initialement. Donc Et voilà. il y avait en plus Cyrus North qui avait tweeté un truc en mode comment vous faites les gens qui ont des ingrédients et qui trouvent quoi faire à manger. Ah ouais, Et les gens ont dit, bah, ça dépend, t'as quoi comme aliment? Et bah ouais, Cyrus, il a fait, bah, je sais pas, genre, j'ai une courgette, une demi-portion de riz et un œuf. Et le mec a répondu, bah écoute, tu prends les courgettes, tu les fais revenir avec un peu de beurre, tu ouais. fais ton omelette, tu la mélanges avec du riz, Oui, tu mets les courgettes à l'intérieur et tu mets un petit peu, enfin, et le mec, et Cyrus North, il a répondu, mais il se passe quoi dans votre tête? Quand il a fait franchement, est-ce qu'il y a un arbre à idées? ah, la même Et chose que parfois, quand tu ça, fais des vidéos. ouais, et je me dis qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est chacun. Moi, j'ai pour ça que j'aime beaucoup la phrase dans Will Hunting Ouais, de Gus Van Sant, qui est un film absolument merveilleux que je conseille, qui parle en oui, fait d'un génie, la relation entre un génie, Will Hunting, et son psychiatre, et comment son psychiatre arrive à le convaincre de vivre sa vie comme il doit la vivre, et en fait, c'est un génie qui est dans la rue, enfin, comment dire, c'est un petit peu un thug dans la rue et avec des potes, travaille dans une mine, alors que c'est un génie qui résout des équations absolument folles. Et il dit, mais tu dois sortir de là pour toi, et ça doit être bien pour toi, mais lui, ouais, il veut pas, bref. T'as une relation père-fils assez folle. Et à un moment, j'aime beaucoup comment il parle avec la fille, et la fille fait des équations, et lui, il y arrive en une minute, alors que la fille est galère depuis 2 semaines. Et elle dit, mais comment t'arrives à faire ça? Et il fait, bah, tu vois comment Beethoven et Mozart, ils voyaient un piano et ils savaient quoi faire. ouais. Il savait parfaitement quoi faire. Et la meuf a dit, mais tu sais jouer du piano? Il fait, non, pour moi, c'est juste un bout de bois avec des touches. Par contre, quand je vois les équations, je sais quoi faire. Pour Hmm. moi, ça a une logique. Ouais, bien Et je sûr. trouve que, pareil, la cuisine, ça a une logique. Hmm. Et parfois, les gens parfois me demandent pour les vidéos, mais comment tu fais pour tout relier? Et je fais, pour moi, c'est très logique, en fait, comment tout se relie. C'est assez évident. Et je me rends compte qu'on a tous, avec le temps, je me rends compte on a tous un domaine comme ça, Ouais. où c'est évident pour chacun au niveau des concepts, des C'est... vidéos, de la musique, de jouer, les gens Ouais. trouvent, chacun a son domaine comme ça. Et je trouve ça hyper marrant comment ça, moi par exemple, le dessin, je sais pas dessiner, ou même la musique, j'ai fait de la musique pendant 15 ans au Mhm. conservatoire, et je suis incapable de composer un truc. J'ai essayé, j'ai un petit clavier MIDI, enfin j'ai plein de fois de composer, mais j'y arrive pas. Et il y a des gens qui arrivent à composer, je dis, mais moi j'y arrive pas. Par contre, tu me donnes une feuille blanche pour écrire une histoire, Ouais. mais je te la noircis de texte d'un truc. Et je trouve ça hyper marrant comment chacun a, enfin, voilà. Pour ça que aussi je pense que j'aime beaucoup le cinéma, c'est de voir, et pour ça que ça ça me fait penser à South Park, c'est que South Park, ça a les ingrédients, il y a un mec qui avait la recette, et ça fait un beau truc, et le cinéma, pour moi, c'est ça, et les arts collectifs, c'est un petit peu ça, c'est prendre le meilleur de plein de personnes et en faire un truc encore meilleur. Et ça a aucune limite vu que, voilà, bah, bref, ça m'a fait penser à ça. C'est parti Mais très loin à partir ah non, de non, mais pizza, c'est... désolé. Non, il n'y a aucun problème. Et puis c'était un peu le but du jeu. Et ce que tu dis, ça permettra aussi de, encore une fois, de boucler la boucle avec ce avec quoi on avait commencé, pardon, sur BoJack Horseman, à savoir les questions de, éventuellement de... alors moi, je suis toujours très prudent hein, sur les appellations santé mentale, etc. Ouais. La dimension, le tout diagnostic, j'ai beaucoup de mal. L'hégémonie psychiatrique, la psychiatrie, c'est essentiel et important, mais c'est pas effectivement tout. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a beaucoup de réflexions. Alors, il y a des gens qui vont avoir ces appellations-là sous le giron de tout ce qu'on appelle neuroatypie, etc., qui a beaucoup de droit de citer en ce moment et a raison parce que je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent beaucoup là-dessus. Mais moi, je pense simplement, il y avait un auteur que je connais qui s'appelle, je crois, Benoît Virol, qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Éloge de la pensée autiste. Et en réalité, dedans, ce qui t'explique, c'est effectivement, c'est
l'autisme, on a beau en faire tout un foin, c'est simplement, alors il y a des degrés différents, il y a des spectres de l'autisme très, très variés, hein, on va pas réduire ça, mais c'est simplement un rapport, une perception aux choses qui va être différente. Après, il faut pas non plus aller tout de suite dans la case se dire la personne elle va être socialement le grand classique tendance diagnostic Asperger, va être isolé mais il va être capable de résoudre une équation de la NASA. Non, c'est pas toujours ça. Il y a des personnes qui vont avoir effectivement ce renfermement, enfin ces phobies sociales, mais qui aussi vont pas être forcément super efficients au niveau de la logique abstraite. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est pour ça que je prends cet exemple-là en mode caricatural, c'est simplement je pense que ce qui angoisse beaucoup les gens, tu disais d'une certaine manière, ce qu'on est un peu en train de dire, c'est chacun trouve sa voie et qu'il n'y a pas de entre guillemets de honte, qu'il faut pas être bon en tout, enfin des trucs c'est hyper banal ce que je suis en train de dire. Mais le souci, c'est que très souvent, il y a cette volonté de se dire, il faut trouver sa voie vite. Tu vois, que ce soit dans les manières dont on s'acharne sur les plus jeunes à leur trouver des orientations à tout prix, alors qu'il pourrait y avoir plein de trucs en termes d'éducation créés pour accompagner, leur permettre de faire un maximum de trucs, commencer des trucs cons, mais je dis pas que ça va tout résoudre, mais la philo par exemple, des fois ça fait vraiment naître des vocations, pourquoi pas la commencer beaucoup plus jeune. Surtout que moi la philosophie, enfin c'est un truc, moi j'ai toujours adoré la philosophie. J'étais assez bon en philo au lycée. Ouais. Je le dis, ça s'invente pas. Non, mais j'étais assez. J'aimais bien la philosophie, mais j'aimais pas ce qu'on prenait. Donc j'apprenais vraiment pas. Moi, voilà. j'aimais pas du tout. Parce qu'en fait, on t'apprend pas la philosophie, on t'apprend juste des références culturelles. Et la philosophie, moi, je dis. En fait, il y a un côté très. Comment dire, honteux de réfléchir. Dès que tu réfléchis sur un truc et que tu es passionné par un truc qui te fait réfléchir. C'est la phrase d'Astier que j'utilise quasiment en permanence quand je veux justifier le fait qu'il n'y a rien de honteux justement à se questionner et à amener justement ses passions sur le devant de la scène. Je pense que tu la connais, tu sais, c'était dans une émission, une interview de Morandini. Il y a une différence entre se prendre la tête et voilà. et réfléchir. On ne peut pas catégoriser tous ceux qui se prennent la tête dans le camp de ceux qui réfléchissent. C'est un amalgame très dangereux. Et je suis totalement d'accord avec ça. Ah, c'est merveilleux ce moment. En fait, moi j'ai toujours dit réfléchir, c'est la meilleure façon de ne pas se laisser manipuler. Oui. Mais ça va pour tout. Tu prends un platiste qui croit que la Terre est plate, il réfléchit à ce que si la Terre est plate. Moi je pense que la Terre est ronde, ça c'est mon avis. Mais lui il pense que la Terre est plate, très bien. Et ben moi je trouve ça très cool que le mec ait réfléchi à ça, parce qu'il va pas se laisser manipuler par les pseudo-complots de la NASA comme quoi la Terre est ronde. Mais il y a quand même, moi je trouve, une ambition louable et compréhensible et honnête. Le mec réfléchit. Le mec s'est dit, je vais apprendre par moi-même. Alors après, c'est un petit peu con de pas avoir lu les 1 milliard de scientifiques qui prouvent que la Terre est ronde. Oui. Ça, je le comprends. En même moins qu'1 milliard, on va dire. Voilà, mais je recommande vraiment le documentaire Flat Earther sur Netflix, qui est vraiment hyper bien, surtout hyper. Moi, j'ai toujours dit, les gens pensent que la Terre est plate. On fait, mais ils sont cons. Je fais, un vrai scientifique va pas dire qu'ils sont cons. Il va dire pourquoi tu penses ça. Parce qu'un vrai scientifique, il est ouvert d'esprit. Un vrai scientifique, il va dire, pourquoi tu penses ça? Parce que moi, je pense qu'elle est ronde. On va prouver qu'elle était ronde. Prouve-moi qu'elle est plate. Et les scientifiques dans le documentaire, d'ailleurs, ils expliquent, oui, la fin de ce documentaire, en effet, elle est tracée, c'est assez folle. La fin, on va pas te spoiler, mais la fin est folle. D'accord. Les 10 dernières secondes, elles sont folles. Ah, génial. Ok, bon, vous m'avez bien ambiancé. Le truc, c'est dans le documentaire, les scientifiques, jamais ils disent, mais ils sont bêtes, ces gens-là. Ils disent juste, non, parce que moi, dès que on leur demande des comptes à pourquoi ils pensent ça, ça part dans du complot, et moi, je ne crois pas au complot. Donc, et ce raisonnement-là, moi, je le trouve passionnant, parce que c'est des gens qui réfléchissent, et tant que tu réfléchis, tu te laisses pas manipuler, et c'est la meilleure des choses. Et la philosophie, concrètement, ce qui m'énerve de la philosophie au lycée, c'est qu'on te dit, on t'apprend juste plein de références, et on te dit comment réfléchir avec les références que tu as. Le fameux thèse, antithèse, synthèse. En gros, un auteur dit ça, un auteur dit ça, c'est l'opposé. Du coup, Banco, Pascal dit ça, Descartes dit ça, finalement c'est un petit peu des deux. Alors que la philosophie, c'est pas ça. La philosophie, pour moi, c'est Descartes, il est arrivé, il a posé ses blocs sur la table, il a dit bonjour, je pense donc je suis, parce que si on fait table rase, il reste pas grand chose. Pascal, il a dit non, moi je pense qu'au contraire, on est construit par des dogmes sociaux, etc. Locke, voilà, c'est plein de trucs, c'est les gens qui ont posé leur testicules sur la table, ils ont dit non, la vie elle est comme ça. Moi je pense qu'elle est comme ça, et j'ai réfléchi à ça.
Et ça m'énerve comment on l'apprend Ouais. actuellement. Ah Et oui, en c'est fait, si on certain. l'apprend actuellement, quand tu discutes avec des professeurs de philosophie, c'est beaucoup de regrets de leur part parce qu'ils aimeraient beaucoup apprendre à réfléchir, mais ils disent, bah ouais, mais on a On n'a un pas an le temps. pour faire monter 10 ans de programme. C'est On absurde, n'a pas le c'est temps. absurde. Et le pire C'est du pire, ça. c'est qu'en plus, alors je sais pas pour toi, parce qu'il y a une différence d'âge entre nous deux, c'est que moi à l'époque, c'était genre, ça arrive en terminale, quoi. C'est genre terminale, Ah, on te moi donne, aussi, toi aussi, ça arrive on en te donne un terminale. an, et tu parlais de drogue tout C'est à ça. l'heure, c'est un Ah truc de oui, dealer, quoi. C'est c'est tiens, ça, regarde, mais c'est trop bien, tiens, prends le crack, et hop, c'est ça. c'est des Walter White, en Et, fait. et, et moi, ça m'a rendu fou en plus parce que moi j'étais en L, et du Pareil. coup c'était coefficient 7, c'était Ouais, genre, bah, d'un point de vue purement notation, c'est vraiment pas ouf. bah ouais. Non, mais moi j'ai toujours aimé beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé réfléchir. Et je trouve que réfléchir, c'est génial. Mm, C'est mm. vraiment la meilleure chose. Et moi, mes essais vidéo, quand je parle de Mike Kaito, de Thomas Gauthier, on me dit, bah, tu te prends un peu la tête. Je fais, bah, vraiment non, c'est juste que j'aime beaucoup réfléchir là-dessus. Et pour moi, chaque chose que tu fais a un sens. Et même, la preuve, c'est pour ça qu'on étudie le comportement, comment dire, le langage corporel. C'est pour ça qu'on étudie tout ça. C'est que tout ce que tu fais, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose. Inconsciemment ou consciemment, c'est pas la question. Ça va forcément dire quelque chose et ça provoque forcément une réaction. Et c'est toujours passionnant et intéressant de réfléchir à ces réactions, au pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te comportes comme ça, qu'est-ce qui se passe, quelle réaction ça va avoir. Et moi, voilà, moi je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment magique, quoi. Ouais. Et même, tu prends BoJack Horseman par exemple. Pour Mhm. revenir un peu à BoJack Horseman, il y a des Allez. animaux et des humains, super. Moi j'ai vu plein d'essais vidéo, mais beaucoup trop, sur le pourquoi c'est des animaux, pourquoi c'est des humains. Très bien. Euh, ben, plein de personnes qui font leurs théories. Et aucune de ces théories n'est vraiment vraie, parce que Raphaël Bob Wasberg l'explique très bien. Il a d'ailleurs tweeté le premier mail qu'il avait envoyé à Isana Walt en disant, écoute, tu peux me filer ce croquis de cheval que tu avais fait, parce que j'ai un projet. Donc en fait, à la base, s'il y a des animaux et s'il y a des humains, c'est parce que Isana Walt créait ça l'été pour se détendre, et que Raphaël Bob Wasberg, le créateur, il a dit, ah bah c'est pas mal, j'ai envie de faire sur ça. Mais moi, je trouve que ça a un véritable effet. C'est un véritable effet sur l'allégorie d'Hollywood. Moi, j'ai comparé dans ma vidéo à Jean de La Fontaine avec les animaux. Ouais, Il y a une distance en fait qui se crée, bien sûr. et en fait, il y a une distance qui rend le rapprochement émotionnel d'autant plus puissant. Mm. C'est que jamais tu vas pouvoir te dire, putain, mais le cheval, mais je pense exactement ce qu'il pense. Donc ça se focalise sur les émotions. Ouais. Mais il y a un truc inconscient qui va se créer avec ce projet. Et c'est hyper intéressant, et ça demande une réflexion. Mm. Et si l'auteur ne réfléchit pas à ça, je pense que il va jamais ne pas apprécier qu'on réfléchisse pour lui. Mm. C'est toujours plaisant. Je le prends pour mon court métrage. J'ai eu des théories dans les commentaires sur un petit court métrage de 10 minutes qui a eu 5000 vues. J'ai eu des théories absolument folles. Ça m'a fait bougrement plaisir. Elles sont fausses. C'est pas ce à quoi j'ai pensé, mais ça me fait bougrement plaisir. Et il y avait Dan Harmon dans Rick and Ouais. Morty qui avait dit la même chose, qui avait dit vraiment, on va jamais vous en vouloir parce que on pense à ça tous les jours, on pense à la série tous les jours. Jamais on va vous dire, vous prenez pas la tête sur notre série, alors que Mm. nous on se prend la tête. Et surtout dans les séries d'animation, comme j'ai toujours dit, les jeux vidéo, les films d'animation et les séries d'animation, les trucs en fait qui sont créés de A à Z, il n'y a pas d'accident. Sur un film en live, il peut y avoir un accident. Par contre, sur les jeux vidéo, sur les bandes dessinées, les bouquins, il n'y a pas d'accident. C'est impossible qu'il y ait un accident parce que Ah. en fait, moi je pense qu'il peut y avoir un truc qui vient sur le moment. Un truc en mode, t'as une idée, ah elle est géniale, je vais la noter. Par contre, je pense que l'accident, une improvisation d'un acteur ou un figurant qui fait une grimace de l'arrière-plan ou des choses comme ça, pour moi, ça c'est pas possible en animation par exemple. En film d'animation, tu peux pas faire ça. Pour moi, enfin, il y a tellement de process, il y a tellement d'étapes. L'accident qui vient juste sur une prise, une improvisation qu'on enregistre, et tu prends par exemple Justin Roiland qui improvise des choses dans Rick et Morty, donc c'est des choses qui viennent sur le moment. Mais après, il y a l'animation, il y a le mixage, il y a comment ils envoient ça en Corée du Sud pour l'animer, il y a la relecture, il y a l'ancrage, il y a tout ça en fait. Mm. Il y a plein d'étapes qui viennent faire de cet accident un truc qui va être adapté de 1000 manières Oui, différentes. oui, oui. Au final, tu veux dire quand tu livres, ouais, oui. Après, moi, Voilà. je t'avoue que j'étais plus, je m'interrogeais plus au niveau du jeu vidéo parce que le jeu vidéo, même Ouais. quand t'as tout maîtrisé, il y a un truc qu'il n'y a pas dans les autres, c'est les bugs et les glitches. Et les glitches en particulier, le fait Ah oui, d'exploiter, moi, je voilà, parlais tu vois, d'un accident, oui. positif. Et Je parlais en gros de.
Mais Voilà. c'est ce que tu disais plus tôt, de toute façon, c'est le propre du jeu vidéo, c'est d'offrir Oui, une interactivité qu'il n'y a pas ou de manière très différente dans oui, les oui. autres œuvres. Mais voilà, quand je parlais d'accident, je parlais vraiment Ouais, de comment dire, de, de cette espèce voilà, l'improvisation, ouais, le un côté, ici et maintenant, comme au théâtre, voilà, c'est comme ça. ouais. En fait, le côté chouette. Pour Mm. moi, un bug ou un glitch, c'est cocasse, mais c'est pas normal. Mm. Par contre, au cinéma, un gars qui improvise, qui tombe, tu prends Buster Keaton qui tombe, ou Ouais, alors Dustin Hoffman, il en fait quelque chose, ouais. Il ben, peut. voilà, Et Buster c'est... Keaton qui tombe, c'est un accident, mais qui est réutilisé après dans son film, et qui est vu comme une marque de fabrique dans son film, et qui est vu comme une intrigue. Mm. Euh, alors que tu vas me dire que, je sais pas, tu prends Mario 64 avec des speed tests où il y a des glitches, il y a des bugs qui permettent en fait d'arriver le Ouais. plus rapidement possible à terminer le jeu alors que t'as qu'une seule étoile. Pour moi, c'est pas fait exprès, ou alors c'est fait exprès, mais c'est quand même assez fou. Non, non, Mais non. pour moi, c'est un truc, on profite un peu du système. Pour moi, c'est un accident différent. Voilà, c'est juste une Et, définition d'accident qui est et je différente. vais repartir sur ce que tu viens de dire pour faire une boucle que je voulais faire avant, c'est parfait. Tu disais c'est pas fait exprès. Il y a des cas où maintenant en fait il y a un dialogue entre les œuvres et les spectateurs ou les joueurs qui est de plus en plus fréquent. Il y a notamment ce qu'on appelle les Easter eggs qui existaient déjà au cinéma et ailleurs, Oui, qui sont aussi dans le jeu vidéo déposés sciemment bien depuis sûr. un moment. Et je Mais- reviens à Dan Harmon dont tu parlais tout à l'heure. Moi, c'est un mec, et je pense que tu as cet amour du bonhomme pour les mêmes raisons aussi. C'est un gars, quand l'extrait que tu dis qui est dans ta vidéo d'interview, c'est un gars qui est dans un profond respect, effectivement, de la personne qui a fait sa théorie, etc. Il est ni dans un extrême, ni dans l'autre série. Il est pas dans l'extrême yes man d'un J.J. Abrams qui, sur Lost ou sur pas mal d'autres créations, va être dans un truc, oui, là, tu vois ces tendances d'écouter les spectateurs et leurs théories, donc il faut vraiment que tu adaptes ton scénar au machin, je sais pas quoi, et donc ça donne une Mhm. synergie bizarre où il s'éloigne un peu de son œuvre, mais ça a été un laboratoire que moi j'ai jamais vu Lost, mais que j'ai suivi de loin, qui était très intéressant. Et Armand, Ouais, je trouve qu'il cultive vraiment les deux, il reste dans un respect de ouais, personne, et l'incarnation de ça, pour moi, plus que Rick et Morty, c'est Community en fait. ouais, bien Et, sûr. et notamment Ça, le Troy et Abed, qui sont un peu l'incarnation méta et au-delà de tout ça. ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais et surtout, ça se ressent. En plus, Dan Harmon, c'est un gars qui, quand il explique sa carrière, il explique que quand il écrivait seul, il aimait pas trop ça. Ouais. Il préfère accompagner les projets. Ouais. Et je trouve qu'il est très doué là-dedans, en fait, parce qu'il va apporter une patte hyper humaine, hyper sensible, très fanboy, parce que il aime, en fait, il aime la création des autres et il a envie de la faire encore mieux. Et pour moi, Dan Harmon, il a donné, je pense, les meilleurs conseils d'écriture. Ma vidéo sur Rick et Morty se termine là-dessus, qui dit que on est tellement doué à pointer les défauts des trucs des autres, mais tellement peu doué à écrire des belles choses nous-mêmes, hein, qu'en fait tout ce que tu as à faire, c'est écrire un truc nul et le critiquer jusqu'à qu'il soit bon. Et je trouve cette distance-là en mode, ben en fait, t'as juste à le critiquer, à faire. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est que les gens ont souvent peur de la V1, tu sais. Ils ont peur de la page blanche. Et je trouve Dan Harmon va briser ça en disant, ben fais-le, écris un truc, Mm. et tu verras bien ensuite. Ouais. Dans tous les cas, et en plus Rick et Morty, moi j'ai vu les commentaires audio des 3 saisons, hein, vraiment. Euh, j'ai vraiment, j'avais beaucoup bûché pour cette vidéo. Et en fait, ils expliquent, il y a cette espèce de mythe autour du mec, du génie qui arrive à créer un truc du premier coup. Mais la vérité, c'est que c'est hyper rare. Et Et deux, faut arrêter un petit ouais. peu comme le génie torturé. Faut arrêter de glorifier ça. Très Faut souvent, aussi glorifier le travail, 95% c'est du, dur. ouais, 95% c'est Voilà, du la boulot. réflexion, le truc comme ça. Et moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que la V1, enfin, ton texte, peu importe ce que tu écris, peu importe ce que tu fais, si tu décides de ne pas le montrer, personne ne le verra. Mm. Donc ça n'engage personne. Les gens, faut profiter un petit peu du temps. Si on a tous envie, je sais pas, moi par exemple, j'ai envie d'être réalisateur et scénariste. Donc là, je commence en ce moment à devoir montrer les choses que j'écris. Ouais. Mais je regrette de ne pas avoir joui plus tôt de l'époque où j'avais pas à montrer ce que j'écrivais et je pouvais écrire de la merde, il y avait aucune pression. Mm. Alors que maintenant, il y a une pression Ouais. parce que je dois le montrer à des gens. Et il faut vraiment profiter de ce moment où ce que tu fais, personne ne te force à le montrer. Et si tu ne veux pas le montrer, ne le montre pas. Dans tous les cas, tu auras appris un truc, tu auras fait, tu auras travaillé, donc tu auras appris. Ça, c'est évident. Et si ta V1 elle est nulle, tu la critiques, tu la refais, tu la fais encore mieux. Xavier Dolan, ma dernière vidéo sur Dolan, par exemple, Ouais. il y avait une version qui était nulle à chier, mais vraiment, et j'arrivais pas à faire en sorte que ce soit bien.
Et la veille de l'enregistrement, j'ai fait, attends, il y en a marre, je vais noter tous les problèmes que j'ai. J'ai noté les problèmes et j'ai écrit une version. Et en fait, c'est la version que j'ai enregistrée le lendemain, mais d'un nouvel œil. Et personne n'est au courant de ça dans la vidéo. Personne n'est au Ok. courant qu'en fait, pendant 5 semaines, j'ai eu un texte totalement nul à chier et que j'ai réécrit la veille. Personne le sait, mais on s'en fout. Bah oui. On s'en fout, personne le sait. L'important, c'est le résultat et c'est ce que les gens voient. Et ce que les gens voient, t'as un contrôle total sur ce que les gens voient. Mhm. Donc, faut vraiment pas être complexé à l'idée de se dire, vas-y, non mais cette version, elle est pas bien. C'est vraiment pas grave. On s'en fout. Personne la verra. Le nombre de trucs qui sont écrits, qui ne voient jamais, enfin, qui ne voient jamais le jour, le nombre qui ne voient jamais, qui ne sont jamais publics. Mais là, par contre, c'est vraiment des milliards de trucs Ouais, qui sont ouais, faits chaque bien jour sûr. qui vont jamais être montrés au public. Bah, Et vraiment, et je le dis, c'est pas grave. non, Voilà. non, bien sûr. Après, il y a peut-être une très légère nuance dont tu es conscient, parce qu'on a commencé juste avant de lancer le live à parler de ça, c'est la réception de ce que tu mets en ligne aujourd'hui, c'est-à-dire la facilité d'accès et aussi, sans verser dans le cliché, pardon, la facilité de plus de trolls que de critiques constructives, ça Ouais. peut être, on n'est pas tous préparés de la même manière. Il y a cette réalité là aussi, et ça me rappelle une Mm. phrase. Ça m'amuse beaucoup avec le recul, puisqu'elle était, bon, le net était déjà très démocratisé, donc on avait déjà des coms dans tous les sens, mais c'était une prof à la fac qui à l'époque nous disait mais vous vous rendez pas compte en fait de la chance et elle le disait pas du tout de manière présomptueuse, je l'ai su dans l'après-coup, de la chance que vous avez de pouvoir donner comme ça là vos textes, c'était dans le cadre de l'écriture d'un mémoire, et de pouvoir avoir un Ouais. feedback dessus. Et à l'époque je me disais mais pardon, c'est vraiment, mais elle est super prétentieuse cette prof, c'est pas possible et tout. Et j'ai mesuré avec le temps que c'était déjà dit de manière extrêmement bienveillante, et que c'était une espèce, bon, la fac ou tous les temps d'études supérieures, c'est la dernière zone de non-lieu avant le grand bain, on va dire, du monde du travail, d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte, enfin, j'ai vraiment mesuré la valeur de ce qu'elle disait, et donc j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir donner mon travail à des profs, pas en mode premier Ouais. de la classe ou machin, mais de me dire c'est un feedback, et j'aurais pas la chance d'avoir un feedback aussi pointu et éclairé une autre fois, quoi. Bien sûr. Non mais je suis entièrement d'accord. Donc c'est vrai. Moi, c'est vraiment un truc, c'est des petits messages que j'essaie vraiment de, parce que je suis vraiment personne en vrai, la vérité. Mais j'aime bien le dire très souvent, en fait, de profiter des choses quand on a l'occasion. Je trouve que moi, tu prends un autre exemple, par exemple, c'est que j'ai travaillé assez tôt. J'ai commencé à travailler pendant mes études à 18 ans, à côté, au centre en tant que serveur. Et j'avais beaucoup de mal à profiter de l'argent que je gagnais. Ouais. Alors que c'est le premier argent que je gagnais. Mhm. Et je trouve qu'il y a un moment où ma mère, elle m'a dit, mais t'es jeune, parce que j'arrêtais pas d'économiser au cas où. Elle m'a dit, mais t'as 18 ans, tu gagnes ta vie, il y a un moment, voilà, t'as pas de loyer à payer, profites-en. Et il y a un petit peu ça pareil avec l'écriture. C'est profitons de ne pas être connus, profitons d'être strictement personne. Mhm. Moi, je suis hyper content, par exemple, mais en plus, ma vidéo sur Bref, c'est la plus vue. Ouais. Elle a 250 000 vues. Quand elle est sortie, elle a fait 300 vues max. C'est après qu'elle a été très Ouais. connue parce que les gens ont parlé de moi et en effet, Oui. c'est le truc qui fait Dont cliquer. Kian et Navo d'ailleurs eux-mêmes, hein. C'est ça, ouais. Et donc, pourtant, le Ken et Navo avaient déjà commenté la vidéo sous 300 vues. Mhm. Donc, c'est vraiment avec le temps. Ouais. Et je me dis, putain, mais je suis content d'avoir commencé les vidéos quand c'était pas parfait, de pas m'être lancé à fond, de pas avoir cherché la reconnaissance tout de suite, parce que maintenant, les gens, ils voient une ancienne vidéo, ils l'aiment bien. Mhm. Ben, là, ça fait près de 3 ans enfin 2 ans et demi que je l'ai sorti. J'espère avoir progressé, donc j'espère que c'est mieux. J'espère que ce que j'ai à montrer maintenant, c'est mieux. Et il y a un peu ça, voilà, avec l'écriture, c'est de profiter un petit peu de l'anonymat. Parfois, ça peut être pas mal Ah, bien sûr, d'être personne. bien sûr. Et je trouve ça toujours hyper chouette, voilà, de le montrer à des gens, de montrer à des gens qui ont strictement aucune pression aussi, parce que moi, je sais que j'ai arrêté de demander, je demande un avis, mais je le prends avec beaucoup de recul. Qu'est-ce que t'en penses? Et après, je pose des questions. Est-ce que t'as ressenti de la gêne? Est-ce que ça t'a fait rire? À quel moment ça t'a fait rire? Pour être vachement précis, Mhm. parce que essayer de chercher quelque chose voilà, de précis dans ce que je veux faire, de pas juste t'en as pensé quoi, j'ai aimé, j'ai pas aimé, non, ça, c'est un peu plus complexe que ça. Ouais, c'est Et c'est des certain. gens en fait qui n'ont aucun intérêt à te mentir,
Bon, vraiment, c'est des proches, des amis, mais c'est pas des producteurs qui cherchent la thune, c'est pas des distributeurs qui cherchent le public, c'est pas ça en fait. Mm. Donc autant en profiter, faut profiter de ça pour créer des choses. Et là récemment, j'ai eu un mail d'une personne qui me demandait des conseils sur comment télécharger des films, récupérer des extraits, tout ça. Et je lui ai dit, bah, faut faire ci, faut faire ça. Il m'a dit, bah là, en ce moment, je suis en études supérieures, j'ai pas trop le temps de me lancer de la vidéo. Je lui ai dit, bah, au lieu de te dire, je me lance pas, j'attends, dis, c'est dans les bacs. Ça prend du temps, ça va prendre 1 an, on s'en fout, mais dis que c'est un projet en cours. Parce que si tu te dis, je le ferai plus tard, au final, tu vas le faire quand tu auras le temps, mais quand tu auras le temps, il y aura une pression de me dire, ben là, faut que ça soit rentable. Alors que si tu le fais à côté, tu vas apprendre, c'est pas rentable, c'est pas grave. Moi, je faisais des vidéos à côté d'une activité de monteur dans une boîte. C'est très bien en fait. Ça me détendait de fou. Et je m'étais dit, bah, là j'apprends, ça fait pas de vues, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et maintenant que ça fait des vues, je suis hyper content du travail que je propose en fait. C'est une forme de légèreté, ouais. Ça se cultive, c'est comme tout. Parce que je me dis, j'ai appris, j'ai fait, entre guillemets, j'ai fait mes gammes. C'est bon, j'ai fait le crash test au début. J'ai commencé, c'est bon, j'ai reçu des commentaires haineux, super, génial. Et maintenant, je peux profiter du truc, je peux dire, ah, putain, mais là, je trouve que j'ai enfin, après 2 ans et demi, trouvé ma patte. Je trouve que là, j'ai trouvé le parfait équilibre entre le motion design sur After Effects et le montage sur Premiere. Il y a beaucoup plus de passages montés, alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Je trouve l'équilibre, et je suis hyper content de me dire que j'ai 35 000 abonnés, 39 000 abonnés, ce qui est énorme. Pour moi, c'est absolument fou, parce que je peux pas faire entrer 39 000 personnes chez moi. À l'échelle de YouTube, c'est rien, c'est une virgule. Mais je me dis donc, pour moi, c'est énorme, ça me suffit. À l'échelle de YouTube, c'est rien. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai d'autres personnes à pouvoir, que je vais pouvoir conquérir. Et ben, je suis très content de leur proposer un truc où j'ai trouvé ma patte. Donc, et ça, c'est génial, je trouve, en tout cas. Je pense, juste avant de te répondre par rapport à ça, je salue Enojoke. Bonsoir à toi. Bonjour. Et ouais, je crois que c'est aussi une question de perspective. On a commencé la vidéo en disant je t'ai présenté en tant que vidéaste, ce qui te convenait très bien, et non pas en tant que youtubeur. Je pense aussi qu'il y a cette réalité-là. Tu me disais, les 35 000 personnes, ça me convient très bien. Ça dépend de tes attentes, c'est-à-dire, il y a des personnes pour qui, pour des raisons, je sais pas, parce qu'ils sont plus jeunes, qui sont pas eu un parcours, une expérience de vie encore suffisante, et ça peut des fois attendre du temps. Il n'y a pas de jugement de valeur pour ça, hein. Je prends de précautions verbales, mais c'est bien des fois de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'il y a beaucoup de gens, et parce qu'on est énormément conditionné là-dessus, encore une fois pression sociale, de se dire, quand t'es sur YouTube ou sur un format quel qu'il soit, tu peux pas te permettre genre de simplement surnager ou d'avoir 10 vues, 20 vues, 300 vues. C'est-à-dire il y a ce rapport à se dire qui est forcément comptable, on va dire, pour pas dire, je vais faire un peu de politique de comptoir, pour pas dire capitaliste. C'est-à-dire avoir cette légèreté de te dire, je le fais, je vais pas non plus me foutre sur la paille, je vais mettre des sous quand je pourrais, j'améliorerai techniquement, s'il y a une opportunité d'avoir des machins, mais se dire, bah voilà, vers quoi je veux aller, où est-ce que je veux aller. Après, si évidemment ton projet c'est de conquérir YouTube et la France, là-dessus aussi, il n'y a aucun souci, mais c'est simplement, moi je pense, proportionnellement, il y a beaucoup plus de gens qui se rendent malades et qui se coupent énormément de perspectives en se mettant l'idée de carrière ou de fantasmes comme ça, voilà, alors qu'ils pourraient faire des trucs formidables, rencontrer des gens. Moi, maintenant bientôt 10 ans de podcast, j'ai rencontré des gens, mais extraordinaires, j'ai vu des choses et j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Et surtout les gens, alors juste, moi je te dis, je vais peut-être devoir partir bientôt. Et il n'y a pas de souci, ça tombera très très bien. Mais non, il y a juste des gens aussi qui sont vraiment dans l'optique d'être productifs tout le temps. Et quand j'étais au Frames, j'ai rencontré. Merci beaucoup pour vidéo sur Dolan, merci beaucoup, très gentil. Et en fait, j'ai rencontré Navo, qui est hyper sympa d'ailleurs. Oui, je confirme, j'ai rencontré aussi une phrase qui moi m'a beaucoup marqué dans son Navo à 1000 phrases. Ce mec est un. Déjà, il a dit la meilleure phrase au monde pour moi. Il dit t'es pas bon en essayant d'être bon, t'es bon en faisant un truc qui demande à ce que tu sois bon pour que ce soit bien. Et pour moi, ça a changé ma vie.
C'est en gros, c'est le projet qui fait que t'es bon, c'est pas toi qui fait que t'es bon. Ouais, mais quand tu vois son parcours de vie, c'est pas étonnant. Ouais. Et c'est très drôle quand il dit, parce que tu dois regarder possiblement toi aussi un bon Un bon moment, qui est moment. leur vidéo Ouais, bien sûr. avec Yann Kojandi. C'est Quand ça, il ouais. dit, quand on m'a dit à, je sais plus c'était à quel âge, lui c'était à 15 ans, un truc comme ça, mais tu sais que t'es pas obligé de venir à l'école, ça a été une libération. Et il le dit avec, Ouais. bon, faut revoir le contexte la manière dont il raconte, mais c'est très drôle. Et il y avait déjà d'autres interviews où il l'expliquait. Et c'est vrai que c'est un truc, je Ouais. trouve que c'est un drame. Il y a énormément de vocations de jeunes Ouais, et bien très sûr. peu de ponts qui sont utilisés, on les laisse Bien sûr. pourrir Mhm. culturellement ou en la manière de s'épanouir en règle générale. Enfin bon. Enfin moi, le nombre de professeurs, après je vais revenir sur la phrase que Navo m'a dit, mais le nombre de professeurs qui ont dit que j'étais bête, que je ferais rien de ma vie, que je savais pas réfléchir, qu'il fallait à un moment que je me canalise, enfin plein de trucs qui sont horribles. Mais le nombre de professeurs qui m'ont dit ça, après j'avais un comportement vraiment horrible, certes, mais le truc c'est qu'à aucun moment, parce qu'après j'ai fait des tests et il s'avère que j'ai un trouble de la concentration, etc. Donc à aucun moment les professeurs se sont dit ah peut-être qu'il y a un truc. Tu vois, on parlait de névrose mentale, Mm. de santé mentale et tout. Par exemple, dans la psychiatrie, le trouble de l'attention et le trouble de l'hyperactivité, Mm. c'est une forme c'est une pathologie en fait. Mm. Mais les gens, dès qu'on dit pathologie, c'est la fin du monde. Ben non, en fait, être bipolaire, c'est une pathologie. Voilà, être dépressif, c'est une maladie. Être anxieux Ouais. également, c'est une forme de pathologie. Il y a un documentaire sur Netflix sur l'anxiété de la série En Bref qui en parle et le Mm. psychiatre dit que c'est la pathologie la plus répandue au monde. Ouais. Donc c'est juste les gens qui ne le savent pas. C'est Mais dommage donc à un d'attendre ça, moment, tu vois. Ça revient, c'est parfait. On ouais. va parfaitement Donc conclure. donc voilà et donc, juste pour dire que au niveau de la création, Navo avait dit un truc. Mhm. Il avait dit les gens oublient le temps qu'ils ont attendu. Ouais. Et ça c'est pareil. Tu prends 10 ans à faire un truc. Quand c'est sorti, les gens oublient tout de suite qu'ils ont Évidemment. attendu 10 ans. Évidemment. Tant que c'est bien. Mm. Et donc voilà, mais bref, en effet, Navo, c'est un exemple parfait sur le fait moi, enfin, vraiment, j'ai un parcours scolaire j'étais vraiment un cancre comme pas possible. Et quand les gens voient mes vidéos, parfois, quand je dis ça à des gens qui voient mes vidéos, ils me disent, vas-y, mais c'est étrange, j'ai l'impression que t'étais fort quand même. Enfin, à chaque fois, déjà, quand je rencontre des gens et que je fais une blague et qu'ils disent, ah ok, tu fais aussi des blagues, comme si vraiment j'étais dédié Oui. à réfléchir tout le temps, je sais me détendre. Et surtout, les gens ils disent ah putain, tu devais être hyper fort en français, en commentaire de texte, tout. Je fais vraiment pas tellement que ça. C'est vraiment une merde à l'école. Hein. J'étais un cancre, j'ai fait redoubler un milliard de fois. La seule raison qui me poussait à ne pas redoubler, c'est que je suis hyper grand et je voulais pas. J'avais ce plaisir quand on me demande de redoubler et je disais non. Et c'était un vrai plaisir. Du coup, c'est la seule raison pour laquelle je ne voulais pas redoubler. C'est la seule raison qui me poussait à avoir 11 au lieu de 9. Vraiment, c'est la seule raison. Et les professeurs, en effet, moi, ils arrêtaient pas de dire non, mais t'es nul, tu vas jamais rien faire. Il y avait qu'une seule professeure qui avait dit peut-être qu'il ira loin. C'est la seule parmi tous les professeurs que j'ai eu qui m'a dit ah, t'as quand même un petit truc. Et en fait, en fait, surtout quand tu sors du lycée, t'as un monde qui s'ouvre à toi. T'as un monde moi, la fac, mais en plus, collège et lycée et primaire aussi. Moi, c'était un lycée, école primaire, collège et lycée catholique, assez conservateur. Ouais. Et donc, moi, je suis pas du tout catholique. Donc, mais c'est juste une école privée. Mes parents voulaient une école privée. Et ben, je peux te dire, quand je suis sorti à la fac, école publique, fac de cinéma, le nombre de fois qu'ils m'ont dit, mais tu iras jamais en cours en fac parce que si on vient pas te chercher, crois-moi, enfin, personne ne va te chercher, tu pourras très bien pas venir. J'ai loupé aucun cours à la fac, je leur ai dit, mais c'est du cinéma, je suis passionné de cinéma, je veux faire ça. Et bref, voilà, ça c'est un gros problème. C'est aussi simple que ça, mais terminons sur ces paroles d'expérience de vie et j'espère de sagesse en fonction de qui voudra les transformer comme ils veulent. Et surtout, on vous le souhaite positivement. Merci infiniment, Alfie. Pour rappel, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, et ce sera le classique fin de vidéo quand même, pour se sensibiliser à ton univers. Donc Alfie, dont vous voyez le pseudo, sa chaîne d'Alfie, donc c'est assez facile à retenir, c'est youtube.com/Alfie, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Merci beaucoup à toi, Babar. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Ce sera en dispo, en replay, enfin en vidéo sur YouTube. Donc comme ça, si on pense entre-temps à des refs ou à des trucs qu'on a oubliés, dans les 15 milliards de trucs qu'on a dit, on vous les mettra. Une bonne soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, ciao. Ciao.